Salut l'équipe, comme chaque semaine, on se retrouve pour faire le débrief des 2 derniers épisodes de The Last Dance, le documentaire Netflix sur évidemment Michael Jordan. Et cette semaine, les rotations vont être un petit peu réduites dans l'équipe First Team. Les gars, il va falloir prendre un petit peu plus de shoot qu'à l'accoutumée. Il n'est pas là cette semaine et comme Charles Barkley, il n'y a que face à Michael Jordan qu'il accepterait la défaite. Et Tom et moi, on en a fait les frais. Stephen est absent, mais on l'embrasse, notre Brun national. Et donc, on va se la jouer en mode 3-3, les gars, cette semaine. Toi, Tom, je sais que tu as déjà voté républicain et en plus que tu achètes beaucoup de Jordan. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai jamais voté républicain, Ouais, c'est c'est pas au ça, ouais. programme. C'est ça. C'est ça. Et il a raison quelque part, même les républicains achètent des baskets, ça se tient. Et Ouais. puis, Tom, en regardant The Last Dance hier, je me disais que peut-être nous, un jour aussi, on écrira un livre qui s'appellera Les Batum Rules et on découvrira le côté obscur de Batman qui sait, en attendant, c'est toujours notre ami et on est ravis d'accueillir Nico Batum avec nous. Ça va, Nico? Ça va, vous. Ouais, écoute, très bien. Bien, bien. Comme tous les mardis, hier, on a regardé les The Last Dance et avant de rentrer dans le détail, encore une fois, on s'est régalé. Le meilleur, l'épisode 5 était de loin le meilleur. Quand on s'est un peu parlé avant, il y a eu beaucoup trop de choses dans cette petite heure, en fait. C'est vraiment énorme. Ouais, d'ailleurs, ils sont allés assez vite sur pas mal de sujets, mais en même temps, l'épisode 5 est clairement dense. Thomas, tu confirmes, tu es d'accord que cet épisode 5 est pour l'instant le meilleur qu'on ait vu? Le truc de l'épisode 5, pourquoi il est si bien, c'est que il est. Enfin, d'ailleurs, dès les 2 épisodes, hein, c'est ultra centré sur Jordan. Alors, on part un peu dans le passé, mais tout est hyper centré sur Jordan. Là où les premiers épisodes, il y avait la jeunesse de Jordan, Pippen, Rodman. Là, il y a la partie Dream Team, mais en fait, tu passes de c'est l'idole absolue à ensuite, dans un deuxième temps, dans l'épisode 6, voilà, le côté un peu sombre de Jordan. Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est le meilleur épisode. Puis la partie sur les marques, elle est très cool. C'est toujours pareil. Tu entends des trucs que tu savais, mais un peu plus détaillés. Tu entends quelques chiffres et puis des politiques, on va en reparler, vis-à-vis de Jordan et du fait que ce soit un athlète star, alors qu'on n'a pas vraiment encore dans le basket, en tout cas en solo. La semaine dernière, Steph reprochait un petit peu que la promesse de départ, qui était cette dernière saison 97-98, était mise finalement un petit peu de côté pour retracer finalement la vraie histoire de Michael Jordan. Là, pour le coup, sur ces épisodes 5-6, on est complètement là-dedans. Il y a très, très, très peu de 98. Bah, dans l'épisode 5. L'épisode 5, quoi. Ouais, L'épisode 6, il y en a pas mal. Ouais. il y en Dans a un peu l'épisode 6, il y plus. en a beaucoup. Tu as toutes les phases du pari, en fait. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais quand il parie avec les mecs de la Sécu, toute la phase où il veut partir au golf, les phases aussi où on est dans sa chambre d'hôtel. Dans l'épisode 6, tu as beaucoup de phases de 97-98. D'ailleurs, je pense que les derniers épisodes, et vu comment c'est amené, maintenant qu'on a compris son cheminement, le premier tripit, on va faire la première retraite, je pense que les deux derniers épisodes, ça va être à fond sur 97-98 et les playoffs, le plus intéressant. Ils nous y amènent doucement, mais sûrement. Alors, on va reprendre chronologiquement un petit peu les épisodes. Avant ça, j'ai une question assez simple pour vous. Après cette émission, les gars, on est plutôt piscine ou Hooters pour aller voir des boobs and tits? Et Rodman, Et on le voit pas de l'épisode. On le voit pas de l'épisode. On lui dit tu vas aller au golf. Non, on va aller chez Hooters. Gros, il envoie. et il dit ça à son coach. Il dit ça à son coach froidement. Calmement. Ouais, des titis. Il régale. Fantastique, Ah ouais. Dennis Rodman. Alors, l'épisode 5 commence déjà avec un son de Nas assez incroyable. Et donc, on est en février 98. C'est le dernier All-Star Game de Michael Jordan sous le maillot des Bulls. On sait qu'après, avec son retour avec les Wizards, il en jouera encore. Et c'est le premier d'un jeune mec, Kobe Bryant. Et ce que je trouve génial, c'est qu'au-delà du contexte du dernier All-Star de Michael Jordan, c'est dans les vestiaires quand ils parlent tous de Kobe Bryant. Parce que je n'ai pas l'impression que Jordan soit à ce moment-là, en tout cas, un proche de Kobe. On a l'impression que et dans le vestiaire, personne n'est non plus un proche. Ils savent qu'il y a un jeune talentueux qui a la dalle. Et cet échange dans les vestiaires, il est incroyable. Mais c'est justement pour des séquences comme ça qu'on veut voir ce documentaire-là, en fait. Parce que tout ce qu'ils disent, on est en février 98, tout ce qu'ils disent du jeune Kobe, c'est exactement ce qui va se passer pendant 20 ans, en fait. Ils ont clairement décrit le joueur qu'on va voir jusqu'en 2016. Et ouais, c'est sûr qu'il n'a pas passé le ballon. Ses teammates, le seul moyen qu'ils ont d'avoir le ballon, c'est d'avoir le rebond. Ce mec-là, il ne va pas venir laisser le jeu venir à lui, il va aller chercher tous ces trucs. Enfin, ça, c'est Kobe. C'est exactement ce qui se passera quand Shaq il dit ouais, putain, on n'a pas le ballon, il ne fait pas de passe, du coup, va prendre le rebond. C'est exactement ça, quoi. Et donc, ça a été, ouais, ça, cette séquence-là, elle est magnifique, surtout venant de Jordan lui-même.
C'est vrai que la séquence, elle est incroyable. Et tu vois qu'ils ont un peu ils reconnaissent la valeur du jeune, mais ils ont du dédain en mode. On sent qu'ils se la pètent et que lui, il est là pour les défier. Tu le verras dans cette saison avec les deux confrontations, surtout celle à Chicago avec les Lakers. Mais tu sens que, bon, ils en parlent parce que c'est la petite sensation, mais que c'est quand même un ton en dessous par rapport aux vieux briscards qui sont là dans le vestiaire, qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas envie de laisser leur place, quoi, leur trône. Il y a une interview de Kobe Bryant qui est un sonore qui est archi intéressant, que j'avais jamais entendu personnellement. C'est quand il spécule sur les gens qui disent ah, mais s'il y avait un contrat entre Jordan et Kobe. Et là, il coupe tout de suite. Il dit non, mais attendez, arrêtez. C'est complètement irrespectueux de dire ça. Moi, tout ce que je fais, tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Et on voit que pendant le match, en fait, c'est peut-être même pas dans ce match-là. En fait, c'est dans leur confrontation que ce soit All-Star Game ou même plus tard après, tu l'as dit Thomas, dans cette confrontation à Chicago, où finalement ils vont créer ce lien qui après forcément va dépasser le cadre du terrain. Mais les premières discussions, on a l'impression qu'elles se passent en défendant l'un sur l'autre. C'est vrai qu'il a l'impression qu'ils ont une discussion à un moment. Qu'il lui Il lui demande des dit conseils. appelle-moi si tu Ouais, as besoin de quoi que ce soit, parce qu'on l'a déjà vu, cette séquence inside où sur le terrain, il lui dit mais comment tu fais pour ton fadeaway. Il lui répond et à la fin, il lui dit on se croise sur la route. Hmm. Bah, oui, et puis ça a été le début de cette relation qu'ils ont eue jusqu'au bout, quoi. Ça a été clairement son petit frère, il a clairement pris sous son aile à partir de ce jour-là, clairement. Et c'est marrant de voir le début, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, nous, il y a 20 ans. Le début de, ouais, en fait, ce qu'il dit, ce que Jordan a dit, par exemple, au mémorial de Kobe, bah, c'est pas parce que c'était, voilà, le moment. C'est vraiment vrai. Il s'est vraiment passé ça entre eux pendant 20 ans. est-ce que Et on toi, Nico, tu rappelle as déjà épisode eu, 5 dédié à la mémoire de Kobe Bryant. tout à fait, Mm. tu as déjà eu, sans parler de toi, mais en tout cas, ou vu ce type de conversation une fois sur un terrain, tu vois, espèce de mentor pour jeune Padawan? Bah, ça fait de plus en plus, je pense, et à partir de ce moment-là. Encore une fois, il a été le précurseur de quelque chose. Moi, j'ai vu beaucoup des jeunes joueurs demander, surtout entre les meneurs, ça se passe à part, j'ai l'impression. C'est surtout entre les point guards que ça joue. Ouais, ça se voit de plus en plus, mais je pense pas que ça se voyait avant ça, justement. Je pense que Kobe et Jordan ont commencé quelque chose. Je pense pas que Jordan ait été voir Dr. J et dit, vas-y, il prenait son téléphone pour l'appeler toutes les 15 minutes, comme Kobe a pu faire. Donc Jordan là-dessus était précurseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit souvent des petits qui arrivent, des jeunes rookies qui arrivent et qui sont adoubés. On voit Doncic avec LeBron, par exemple, ce genre de choses-là. C'est vrai que le premier souvenir qu'on a de cette relation un petit peu grand frère, petit frère, c'est Jordan, c'est Jordan Kobe. J'ai pas de souvenir avant ça. J'ai pas l'impression que O'Neal, il est appelé Karim Abdul-Jabbar, même s'ils ne se sont pas croisés, ou Olajuwon, tu vois, pour lui dire, Ouais, t'as j'ai pas raison, t'as souvenir de raison. ça. Non, c'est sur la filiation. En tout cas, elle est claire entre eux. Après, pour revenir au sujet dans le documentaire, on sait qu'ils avaient beaucoup teasé le fait qu'il y aurait une partie Kobe, Jordan, le All-Star Game. Je l'ai trouvé très courte, finalement, Ouais. parce que tu as ce moment dans les vestiaires, tu as les highlights pendant le match, et après, en fait, la petite interview de Kobe, et ça dure, je sais pas, 4, 5, 6 minutes max, et ensuite tu pars sur autre chose. J'étais, sans dire très déçu, parce que la suite est très très bien. Je m'attendais à peut-être un peu plus, je sais pas, pourquoi pas justement la confrontation Bulls-Lakers. Enfin voilà, c'était juste tu vois, la petite déception de ce début d'épisode. Est-ce Ben, qu'ils c'est n'ont pas ça, pris c'est que l'épisode 5 méritait plus qu'une heure. Il fallait Clairement. faire Il aurait 2 heures. mérité 2 épisodes. Bah ouais, Ah, mais il attends, la méritait Dream 2 heures. Team, enfin, rien que la Dream Team, les marques, Kobe, Ouais, c'est 2 heures minimum. Minimum 2 heures. les Knicks c'est dedans aussi? Les Knicks, c'est dans l'épisode Non, 6. c'est l'épisode 6, mais par contre, tu as la finale contre Portland C'est la finale avec contre Portland. Drexler. Donc, tu as quand même 4 énormes sujets que tu peux développer. Bon, après, on connaît les enjeux, c'est difficile de, c'est difficile de Mais tout mettre dans 10 heures. je te rejoins là-dessus. Alors, on commence cet épisode 5, on est au Madison Square Garden. Et après, on reste au Madison Square Garden, puisqu'on est un mois plus tard, en mars 98. Et Jordan va jouer son dernier match au Garden. Et il y a cette symbolique incroyable où il va mettre cette paire de Jordan 1, qui était la première paire avec laquelle il a joué au Garden en tant que joueur professionnel. Et là, c'est pareil, il y a une histoire quand même assez incroyable entre Jordan et le Garden. Et là, c'est pareil, finalement, on a son dernier match. La séquence est très cool, mais on ne revient pas sur toute l'histoire de Jordan au Garden. Ce qui pourrait mériter là aussi presque quasiment un épisode. Ouais. Bah, c'est clair. C'est pour ça que cet épisode, il est génial. C'est que tu peux faire 1 heure sur chaque sujet qu'il y a eu dans cet épisode-là.
Et oui, il commence avec une paire de chaussures et finit avec la même paire. Il en met 42, je crois, en ayant mal aux pieds. Les pieds en sang, il dit. Ouais, bon, par Incroyable. contre, moi, je veux bien que quand tu mets une vieille paire de chaussures, mais frérot, moi, si demain, je mets une paire de Converse, que je vais jouer à l'Obs Factory, faire un 3-3 avec Thomas et Steph, je peux te jurer que mes pieds ne sont pas ensemble. Ou alors, tu as un problème de. Alors, t'as des longs doigts de pied. Ou alors, tu t'es pas coupé les ongles depuis 3 mois, quoi. Ou alors tes pieds ont grandi, peut-être. Ouais, Hein. Tu vois que les Jordan 1, qu'il est en train de lasser, donc elle sort de la boîte, jouer directement derrière, je veux bien te croire qu'en plus qu'elles sont dures, ces chaussures. Hein. Non, mais il a mal aux pieds, je l'entends. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il a tourné la scène finale de Braveheart, qu'il a les pieds en sang, tu vois. Donc, mais bon, on va dire que c'est le storytelling. Le Dire fait qu'il y a est des grands que, chaussures. juste par rapport justement au Madison Square Garden, avant qu'on aille sur ce qui est la marque Jordan, parce que la transition est archi intéressante avec son agent d'époque, David Folt. Toi, Nico, plein de joueurs disent que jouer au Garden, c'est un truc spécial. Il y a même Evan Fournier qui a dit cette année que jouer pour les Knicks, ça serait pourquoi pas un truc qui le ferait kiffer. Tu te souviens de la première fois où tu as joué au Garden? Oui, bah oui, bien sûr. C'est mythique comme ça. La première fois que tu y joues, c'est une des trois salles pour moi où j'étais vraiment impatient de jouer. C'est avec le Staples Center, bah, United Center aussi des Chicago et puis le Garden. Et la première fois que tu joues au Garden, maintenant ils ont changé un peu, mais avant, tu entrais, donc tu prenais le vieux monte charge du bus pour aller comment dire, au vestiaire. Et là, tu manges dans le couloir et tu as toutes les photos des grands événements qu'il y a eu. Tu as Mohamed Ali, tu as Michael Jackson, Paul McCartney, enfin, tu vois les trucs des Bulls contre les Knicks, enfin, tu as le hockey sur et glace voilà. aussi. Tu vois tout en fait ce qui se passe et toi, il y a 1 an, 2 ans, tu étais en espoir au Mans et puis tu dis, voilà, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. La première fois, J'avoue. espoir il y a 2 ans, quoi. Non. Toi, nous, Thomas, on a eu la chance de le faire il y a 1 an et demi, le Garden, pour aller voir un match qui ne restera pas d'ailleurs dans les mémoires. Un Mais Cavs de Knicks de haute volée, oui. du coup, on a eu la chance avec Sport Travel de faire pas mal de salles. Toi, tu es un mec plutôt t'es un Lakers fan, mais quand tu es rentré dans cette salle, ça a été quoi ton premier ressenti? Bah, moi, il y a deux ressentis très clairs. Il y a la partie historique claire. C'est vrai que sur toutes les cours de la coursive autour, quand tu vas t'installer, tu rentres dans le stade pour aller voir le parquet, tu as toutes ces vieilles photos où tu sens le poids de l'histoire. Ça, c'est une réalité. C'est impossible de nier que cette salle a une histoire complètement folle. Après, il y a l'autre partie, c'est que moi, la salle, je la trouve mais vieillotte au possible. Et pourtant, ils l'ont rénové, je ne sais pas, je vous dirais, il y a quelques décennies. Donc, j'ai aussi cette sensation que il y a de l'histoire, mais ça ressemble un peu à un vestige. Tu sais, un espèce de vieux vaisseau dans Star Wars que tu vas visiter pour. Parce que les résultats ne suivent pas certainement aussi. Je pense pas. Moi, je parle pas du tout de l'ambiance. Je parle vraiment de la salle en soi, où je sens l'histoire, le poids de l'histoire, mais je sens aussi que la salle elle est vieille. On a eu la chance de faire le TD Garden il y a pas longtemps, Erwan. Et ben, du coup, dans cette salle, je ressens à la fois le poids de l'histoire des Celtics et je vois aussi que c'est une salle très belle, moderne, toute neuve. Donc, du coup, là, j'ai les deux. Ils auraient rénové le Madison. Hein. Ouais, ils l'ont rénové, c'est ça. C'est à 4-5 ans, je crois encore, là. Ils ont, tu vois, les entrées dans les vestiaires, c'est plus les mêmes. Les gradins ont changé. Ils ont changé, je crois, la toiture aussi. Donc, ils ont quand même un peu évolué le truc aussi. Elle est particulière. C'est pas le TD Garden est vraiment magnifique, par exemple. Extraordinaire. Et il y a un truc aussi au Garden, Erwan. Tu te rappelles je sais pas comment on dit, mais la partie haute du stade, ça fait comme une salle de théâtre. Elle est très allongée comme ça. Là. Ouais. Ça fait bizarre par rapport aux salles, au Staples Center, tu n'as pas du tout ça. Enfin, dans les salles modernes qui ont 20 ans, tu n'as pas un bout comme ça, là, comme si c'était le balcon d'une salle de théâtre. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est là où il y a la tribune de presse d'ailleurs. J'imagine que toi, tu as kiffé. Je te dis, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs. C'est un mix entre le Staples Center et le TD Garden. Il y a un mélange. Enfin, le TD Garden est un mélange entre le Staples Center et le Garden. Moi, le Garden, ça pue l'histoire. C'est incroyable. Et ça pue l'histoire au-delà du basket. Moi, je me souviens quand je suis rentré, on a la chance, en étant accrédité, on a la chance de pouvoir marcher sur le parquet. Et à un moment donné, j'étais avec Guillaume, notre cadreur. J'ai dit pendant moi, gros, laisse-moi une demi-heure, 40 minutes. Je vais marcher. Et j'ai marché, j'ai fait 3 fois le tour de la salle. Je suis allé sur le parquet, je suis allé dans les petites salles. Tu vois, dans les vestiaires, et pourtant c'est pareil, j'ai trouvé que les vestiaires, ils étaient bien plus vétustes que tout ce qu'on avait pu voir avant. Mais ce poids de l'histoire est assez incroyable quand tu rentres au Garden. Et les joueurs, quelque part, et les joueurs aussi, quand tu marques 50 points au Garden et quand tu marques 50 points
à Milwaukee ou à Atlanta, sans vouloir faire offense aux équipes, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Faire un Non, gros match au Garden, tu as c'est un truc que envie tu racontes à tes dans enfants. ta carrière, à ton niveau, bien sûr, faire un match référence ou quelque chose au Garden. Moi, j'ai toujours voulu faire un triple-double au Garden. Toi, à un moment donné, je dis putain, faut que j'en fasse un. Donc, je forçais quand même. Ricky J'arrivais Davis Ça, style. pas. c'est le Nico qu'on aime, ça, qui force un peu. Ricky Et Davis style. à un moment donné, il me manquait une fois, il me manquait un rebond, une passe, et une autre fois, il me manquait juste un rebond. Donc, j'ai jamais fait, mais j'étais vraiment pas loin. Mais je me dis, il faut que je me dise, faut que j'ai un. Ouais, j'ai fait un triple-double au Garden. Je peux mettre 50 points, bon. Oui, c'est bon. A Et priori, si j'étais plus capable de faire un triple-double qu'en mettre 50. Mais On bon. est d'accord. Donc, il y a Jordan qui joue ce dernier match avec ses chaussures. Il arrive tellement décontracté au Garden, c'est incroyable. Il fait un énorme match. Il se chambre avec Spike Lee. Enfin, ça reste un match fabuleux dans l'histoire. Et derrière, ben, du coup, on embraye sur la marque Jordan. Et c'est une partie archi intéressante. Aujourd'hui, on connaît tous cette marque Jordan qui a complètement dépassé le cas du basket. On imagine qu'il y a des petits de 12-13 ans qui mettent des chaussures Jordan qui ne connaissent pas la carrière de Michael Jordan, ou alors peut-être qu'ils ont regardé The Last Dance depuis. Mais et on voit qu'en fait, il n'y a rien qui est fait au hasard. Et Nico et Tom, on voit que c'est son agent David Falk, qui était un énorme agent des années 80, surtout 90, qui a déjà senti chez Michael Jordan ce potentiel d'être une star internationale. agent d'autres sports surtout. Agent d'autres sports, ouais. Il le Sport disait au individuel, début. ouais, c'était pas un agent de sport collectif, c'était golf et tennis, lui. Ouais. Et il a dit, vas-y, viens, on va faire ça pour un collectif, chose qu'il ne faisait pas à l'époque. Parce qu'avant, c'est ce qu'il dit, Converse, tu vois, la pub Converse, Magic, Azaya, Bird, Bernard King, ces mecs-là, ils font les pubs ensemble. Ça reste quand même un sport d'équipe, même dans les pubs. Donc, et il n'y avait pas de truc individuel. Et Dr. J aussi, qui était Converse. Mais, et là, tu as un mec qui est clairement traité individuellement sur produit marketing. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour quasiment tous les athlètes maintenant de sport collectif. Mais il a démarré ce truc. Il a démarré une marque qui était aussi totalement jeune et pas forcément connue grand public à l'époque, comme lui Surtout pas connu dans le basket, quoi. aussi. C'est ça qui est dingue. Ce qui est trop bien, c'est de se rappeler l'histoire du pourquoi il signe chez Jordan. Donc, du coup, là, d'avoir sa mère en interview, ça prend du sens, puisque ça prend son sens, puisque lui, il dit, et c'est marrant, 30 ans plus tard, de l'entendre dire, 40 ans plus tard même, d'entendre dire ça, c'est moi, j'avais pas envie d'aller chez Nike. J'étais chaud d'Adidas. Converse, j'étais archi chaud vu que toutes mes idoles y étaient. La pub dont tu parles, Nico, elle est incroyable, où tu vois Magic, Larry Bird qui dit je suis MVP à la fin. C'est des moments un peu ancestraux comme ça qui nous viennent en tête. Et Jordan, enfin Nike du coup à l'époque, sent le coup en se disant on va lui donner un pactole. Et puis en plus, on va lui signer sa propre signature shoes. Donc c'est là où le génie entre en ligne de compte, c'est que il jouera directement avec des Jordan. En NBA, il y a personne. Allez, il y a LeBron qui arrive et qui joue avec des LeBron la première année. Ils ont pas parlé des amendes de la première saison Non, parce ils que n'en ont pas donc, du tout le parlé. code couleur ne correspond pas au code couleur un petit peu artisanal de l'époque où on est aux chaussures blanches quand tu joues à la maison, aux chaussures noires, etc. Enfin, c'est très, très carré comme ça. Les Jordan cassent un peu tous ces codes-là un peu vieillots. La NBA interdit Jordan de jouer avec ces chaussures-là. Et c'est Nike qui dit t'inquiète, joue avec, nous on paye des amendes. Ça, on n'en parle pas du tout dans le sujet, mais c'était bien de pouvoir revenir dessus. Ce que j'ai Mais si trouvé. vous voulez, il y a un truc qui a été fait là-dessus, justement. Il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle Ban, je crois. Ça Il est porte bien son nom. sorti sur les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça en France, où justement, c'est toute l'histoire de Jordan et la Jordan 1. C'est juste sur cette saison-là, en fait. Il faut que je vous envoie le nom, je vous enverrai le nom. Très bien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, il va aller chez Converse, mais Converse dit non, mais très bien, Jordan et tout, pourquoi pas, mais nous, on ne peut pas le mettre au-dessus de Bird ou Magic, on a déjà Ce qui des se grands noms. tient. On ne Bah peut oui. pas juste lui l'en faire à part. Adidas, des boules, et même Adidas tiendrait peut-être la corde dans la tête de Jordan. Et finalement, Nike, et c'est là qu'on voit pourquoi Nike est devenu Nike, c'est que Nike, déjà, ils arrivent, ils mettent un chèque où déjà, tu ne peux pas bégayer. Et derrière, ils ont une vision, ils sont en avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu t'interroges 95% des gens de notre génération, ou même plus jeunes, mais ils te diront Nike avant tout. C'est que Nike, ils ont vu quelque chose que personne d'autre n'était capable de voir à l'époque. Et ils ont mis surtout l'oseille, parce que c'est bien de voir les choses, mais ils ont mis, c'était 100 000 apparemment à l'époque pour les stars, ils mettent 250. Ils mettent 250. Et ce qui est bien aussi dans les chiffres, du coup, on voit les pubs avec McEnroe, Arthur Ashe, donc les superstars de l'époque. Et j'aime bien quand, je ne sais pas si c'est David Falk qui le dit, mais
il dit ils espéraient 3 millions de dollars à la fin de la première année et ils ont fait 163 millions de dollars. Ça, Effectivement, c'est un carton d'audience. C'est un énorme carton. Voilà, c'est que ils ont fait un pari qui a été rentable, mais immédiatement. Immédiatement. Et Jordan, par rapport à ça, et j'aime bien ce qu'il dit, il dit, mais moi, mon meilleur argument de vente, c'est ce que je faisais sur le terrain. Phrase incroyable. C'est ce que je faisais sur le terrain. Nous, on a Jordan, le reste. Mhm. Mais il a raison. C'est parce qu'il a 27 points et qu'il est rookie, qu'il est flashy, qu'il met des dunks dans la tête des mecs, qu'il gagne des matchs. Voilà pourquoi les gens se sont intéressés à lui. De toute façon, on le voit tout au long de la série. On en reparlera tout à l'heure, les sollicitations, les pubs qu'il fait. Il aurait pu, au bout d'un moment, péter les plombs, dire je suis une star de cinéma. Et en fait, Ouais. on voit que malgré toutes les sollicitations, tout le succès, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est le terrain et c'est gagner. Et ça quand même, c'est là qu'on voit, qu'on perçoit un petit peu le secret de Jordan aussi. Pour revenir sur la marque, Nico, on voit qu'aussi ça devient elle rentre dans la culture urbaine parce que des mecs comme Spike Lee en font aussi une culture urbaine. Dans ses films, il est utilisé, c'est lui qui produit les pubs. Et de là, ben, ça devient un produit pas simplement pour jouer au basket. La Jordan, il a peut-être la première chaussure de basket pour jouer au basket, mais pas que. Bah, c'est devenu la chaussure. Enfin, j'ai pas à m'avancer, mais c'est devenu la chaussure référence dans le monde de la chaussure, quoi. Tu peux la porter n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, quoi. Donc, elle a cette marque historique, cette diversité. Enfin, il y a tellement de choses par rapport à cette chaussure-là. Et bon, moi, j'ai la chance d'être avec eux depuis maintenant 3 ans. Et par rapport à Spike Lee, c'est marrant parce que l'année dernière, donc tu vois, tous les ans, Jordan Brand, il fait une sorte de conférence, réunion avec tous les athlètes. Ça dure 4 jours. Et l'année dernière, c'était à Monaco. C'était justement au même moment du K54. Et donc là, il fait venir Spike Lee. Donc Spike Lee vient, donc il passe avec nous les 3-4 jours. Et en fait, il y a un soir, on dînait tous. Et en fait, MJ, il demande, vas-y, raconte-nous comment je n'ai pas voulu faire la pub avec toi. Au début, ce n'était pas ça, en fait. Il ne voulait pas le faire avec lui, avec Spike Lee. Et en fait, ce qu'il devait faire la pub avec eux pour la Jordan 2. Et MJ dit non, je ne veux pas le faire avec lui. Je veux pas le faire avec lui. Et en fait, il disait que Spike Lee a dû mettre les chaussures dans son film, ce qu'on voit au moment des parties du film. Et là, MJ, OK, il porte mes chaussures. OK, je suis la pub avec lui. Il y a une preuve de marque. Enfin, une Ouais, preuve mais la fidélité à de... Nike et Jordan, elle est incroyable. On l'a vu avec la Dream Team quand il veut cacher, la marque Reebok sur le podium. Mhm. Il sera d'une fidélité rare à Nike. Et puis Il a son propre building quand même au campus Nike. après, ils ont le temps. Bon, après, le campus Nike, il est énorme. Mais Oui. quand tu rentres dans le building Jordan… Et puis, on sait que maintenant, c'est devenu aussi un rendez-vous pour tous les amoureux de la mode, tous les amoureux du basket. C'est que chaque année, à partir de 84, chaque année, il y a une nouvelle Jordan qui sort. Mhm. Et chaque année, on a l'impression qu'elles sont encore plus incroyables les unes que les autres. Et, et 40 ans après, c'est encore resté des modèles où sur 10 ans, on n'a jamais fait mieux. En tout cas, sur des modèles. Et là, on pense forcément à Tinker Hatfield, mais Nike et la marque Jordan qui se développaient en termes de design, j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait mieux sur basket que tu peux mettre en dehors. Oui, c'est vrai. Après, évidemment, il y a toujours des ratés, mais tu as raison. De toute manière, des ratés, il n'y en a pas beaucoup jusqu'à la 11 ou 12. Hein. Après, on peut discuter. Non, mais ça, oui, je pense que, oui, en fait, ils prennent des gros risques un peu plus tard, si tu veux. Mais bon, il y en a des mieux que d'autres, évidemment. Mais là, c'est là que c'est intéressant dans le documentaire d'avoir, par exemple, Justin Timberlake, d'avoir des mecs qui n'ont rien à voir avec le basket et qui viennent te dire, mais moi, j'ai grandi avec l'idée qu'à la fin de l'année, il fallait que je m'achète ma paire de baskets. Il parle d'épargner un peu tous les mois, faire des petits jobs pour pouvoir s'offrir le Saint Graal, qui était une paire de Jordan. Et aujourd'hui, les paires, elles coûtent 190 balles. Et tout le monde a au moins une paire, quoi. C'est à partir du moment où tu peux t'en payer, tu le fais. Ou alors tu vas gratter tes parents et t'es super chiant. Et donc, tu as un cadeau à ton anniversaire. Donc, on est tous passés par là, quoi, dans notre vie. Et pourtant, on n'a pas tous le même âge. Que les gens aient 10 ans aujourd'hui, 30, 40, et ben, on a tous eu ce moment où on voulait notre paire de Jordan à tout prix. Et je regardais là justement les revenus de Jojo en ce moment. Ce qui est bien, c'est que, donc tu l'as dit, c'était une fidélité longue de 40 ans. Ça lui rapporte quand même, notre ami, 190 millions de dollars tous les ans à Jojo. Pas mal. On parle d'un chiffre d'affaires en 2016 de 2,8 milliards de dollars.
Mais après, toi, Bien vu, les gars. Nico, toi, tu es, un athlète Jordan, donc tu peux peut-être nous en parler. C'est ce qu'aujourd'hui, Jordan Brand, c'est plus que des chaussures. Bah, ça c'est au-dessus et c'est même marrant ce que je dis. Là, l'année dernière, quand j'ai fait mon truc à Monaco avec eux, c'est clairement une famille, quoi. Ils traitent ces athlètes comme une famille. En fait, il y a pas de limite. J'étais avec une marque auparavant. Là, j'ai fait les transferts avec lui. La façon dont tu es traité par Jordan Brand et la famille Jordan Brand, c'est unique. La marque est unique. Les bureaux, les gens qui bossent avec la marque sont totalement uniques. Il y a Travis Scott qui est venu nous rejoindre. Comment la ligne Travis Scott est sortie? C'est que Travis Scott, il a été voir Jordan, il fait j'adore ces chaussures, je peux en faire une? Jordan, il fait ouais, vas-y, on va essayer. Et puis, bam, la ligne Travis Scott, elle explose. Dior, pareil, Dior a demandé ouais, j'aimerais bien te faire une chaussure pour toi. Et là, boum, il y a une ligne qui commence à sortir. Les vêtements qui vont suivre sont complètement dingues. Il fait même des portefeuilles, des porte-clés. Jordan Dior. Bon, à un prix, bon, bref. Mais tu vois, en fait, il est tellement ouvert quand il se met au foot. Là, Neymar a quasiment demandé d'aller chez Jordan. Ouais. Il a joué une fois avec une paire. Neymar, quoi. Neymar, attends, les gens, normalement, vont à lui, pas l'inverse. Donc, non, ça montre, voilà. Enfin, moi, c'est un kiff d'être sponsorisé par lui, quoi. Est-ce que tu as l'impression, quand tu dis ça, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à. Il y a un côté familial dans tout ça ou pas? Mais totalement, parce que justement, moi, c'est la dernière fois qu'on a passé ces 4-5 jours. Et tous les soirs, on faisait des grands repas, des grands dîners. C'était vraiment, bah, ils ont quand même bloqué tout l'hôtel de Paris à Monaco. Enfin, si Oui. tu connais un peu Petit, le truc. petit budget organisation quand même. Ah, mais Petit non, but. mais non, mais, et puis ils arrivent, tu peux amener femmes, enfants, parents. Genre Kemba, il est venu avec sa mère, ses sœurs. Moi, je suis venu avec ma femme et mon fils. Enfin, bon, moi, j'étais plus proche, donc c'était pas facile pour moi de faire venir. Mais tu avais les footballeurs US qui venaient, femmes, enfants, parents. Toi, c'était 4-5 personnes par joueur. On était quasiment 35-40 athlètes. Là, tu Donc, tout multiplies par l'hôtel 3, était 4, quoi. quasiment réservé, quoi. Puis, c'est pas le Novotel, quoi. C'est pas la Tipsland à 12 € la nuit. Et on avait tous. Donc, tu vois, Novotel, c'est pas 12 € la nuit, Nico. Hein, Novotel. ah, mais non, non, mais ça montre vraiment, toi, et puis tu rentres dans ta chambre et puis tu avais plein de chaussures exclusives. Enfin, j'ai 2 paires de chaussures qui ne sortiront jamais. Elles sont encore dans les boîtes. Ils ont fait une paire de chaussures, la 21, noir et or, édition Monte Carlo James Bond, Qu'est-ce que avec c'est que ton ce nom derrière bordel? et une T'imagines, brodée. t'arrives le matin dans le Burling, tu fais écouter les gars, j'ai une idée, on va faire une émission, on va faire une version James Bond. Monte Carlo, ok. Et ce que toi, on est à Monaco, donc le truc, ils te sortent la boîte, bang. Et toi, nous, on est comme des gosses. Toi, tu as Carmelo, Westbrook, Butler, enfin, tous les joueurs US, de foot US, enfin, baseball, les golfeurs et tout. Spike Lee, tu avais les Twins. On était les trois Français. Tu as les Twins qui étaient là, ce qu'ils y sont aussi. Et ils te sortent comme ça. Et nous, on est tous des gamins comme à Noël. Pote de Wow, Thomas. un truc de fou. Mais c'était incroyable. C'est abusé. On va revenir au terrain parce que Putain, j'ai raté ma vie, il fait chier. Ah, franchement, là, à ce moment-là, j'étais dans la paix, j'ai fait putain, c'est frais quand même. Ouais, j'avoue. Oui, oui. Franchement, c'est frais, vraiment. c'est sûr qu'il y a pire à vivre hein, dans la vie. Oui. On va revenir quand même au terrain puisque on fait, après cette grosse partie sur la marque, on revient sur l'année 80, saison 91-92. Les Lakers, les Bulls viennent de battre les Lakers, donc sont champions. Et là, ben, le premier défi de Jordan, c'est de dire on veut garder notre titre. Et finalement, les back-to-back, il n'y a pas 40 équipes hein, qui l'ont fait. Il y a seulement 3 équipes en 91 qui l'ont réussi. Donc, c'est les Celtics, évidemment, les Lakers et les Pistons. Donc, les Bulls, déjà, ils se disent que faire un back-to-back, déjà, tu rentres dans l'histoire. Et cette saison-là, les Bulls, ils sont incroyables. Et tu as même Michael Wilbon qui dit, c'est intéressant, que ces Bulls-là de 91-92 sont peut-être les meilleurs Bulls que lui, il ait vu. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, tous les deux, on était d'accord que le premier three-peat était le meilleur, Thomas et moi, donc on a été d'accord là-dessus. Donc oui, 92 ou 93, c'est clairement les meilleures équipes de la dynastie Bulls. Bah ouais, de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils sont à un pic physique. Ils ont encore le côté bestial qu'ils délaisseront, je mets les grands guillemets, pour la maturité, l'expérience, pour le deuxième tripit. C'est difficile évidemment de savoir quelle est la meilleure équipe, mais là ils sont tellement sûrs de leur force. Ça y est, ils ont l'expérience de la première finale. D'ailleurs, en 93, bon, on reparlera de l'expérience par rapport aux Suns.
Mais voilà, ils sont en mission. Des deux côtés du terrain, il n'y a rien à faire. L'équipe se connaît par cœur. Phil Jackson, il est peinardos. Et ça amène justement jusqu'à la finale où en fait, j'ai aimé les mots de Michael Jordan vis-à-vis de Drexler. Parce que Erwan, tu me dis, Horace Grant te disait justement que c'était leur finale la plus difficile à disputer. Mais Jordan, là, il dit un truc. Il dit, moi, je ne comprends pas comment on peut mettre Clyde Drexler à mon niveau. Je Il suis savait que largement plus fort que lui. Il le dit savait- clairement. il dit exactement, mot pour mot, je savais que Clyde Drexler était une menace. Je finis deuxième ou MVP cette saison-là, Clyde Drexler. Donc, il sait que c'était une menace, qu'il fallait évidemment bien défendre sur lui. Mais par contre, le comparer à moi, c'était insultant. Et on verra. Là, c'est Drexler qui en fait les frais, mais chaque fois que quelqu'un lui prend un titre de MVP, qu'on tente une comparaison sur quelqu'un, que Jerry Rose aime un joueur en face, eh ben, on verra que Jordan, ça lui donne un surplus de motivation. Et là, match 1, la veille, il joue aux cartes avec Magic Johnson qui commentera le lendemain, qui lui dit, tu sais ce qui va se passer demain. Drexler, on ne peut pas le comparer à moi. Et là, 35 points en une mi-temps. Match 1 remporté. Ça va être une finale quand même assez compliquée, assez disputée. Mais finalement, Jordan gagne son back-to-back et on a l'impression qu'après ce titre-là, ben, ça commence à être la star interplanétaire qu'on va connaître et les Jeux Olympiques arrivent. Bah, ça a été un timing parfait parce que justement, il fait quelque chose assez rare à l'époque, qui est un back-to-back, où il est au top de sa forme, où physiquement il est au top, dans son jeu il est au top, mentalement il est au top, et tu as les JO qui, entre guillemets, le fait totalement découvrir au monde. C'est bizarre de dire ça parce que maintenant, tu fais un highlight en high school, tout le monde te connaît. Mais lui, il a besoin de 8 ans et quasiment d'un back-to-back pour que le monde entier le connaisse. Il a 29 ans. Donc, aujourd'hui, il aurait été une superstar depuis ses 20 ans. Mais ça aurait été différent. Mais oui, il a été, là, à ce moment-là, il était au top du top du top. C'est vrai que l'enchaînement, tu as raison, Nico, il est fabuleux. Donc, le back-to-back, c'est bien qu'il répète plusieurs fois le fait que ce soit très important à l'époque un back-to-back. Parce que là, en 2020, on a beaucoup d'équipes qui ont fait des back-to-back, qui ont enchaîné des finales, qui ont fait des tripits. On a quand même pas mal d'équipes, des dynasties en fait. On a beaucoup de dynasties qui sont imposées. Donc, on a un peu perdu ce côté back-to-back. En fait, c'est extraordinaire. Tu vois, quand on parlait des meilleures équipes, quand on parlait du Miami Heat, on disait un back-to-back et en cas de finale, tu vois, bah, c'est le minimum syndical. En fait, tu te rends compte, avec ce type de documentaire, combien un back-to-back, en fait, c'est totalement surréaliste. Tu ne changeras pas mon avis sur le bilan. Non, mais c'est pas ce que j'essaie de faire, mais c'est juste pour remettre en perspective tout ça. C'est que, voilà, enchaîner les titres, c'est complètement fou, puisque l'influx que tu vas perdre sur le premier titre, après, il faut te reconcentrer, il faut repartir. Et alors, sur un troisième titre, là, d'ailleurs, on le voit bien dans l'épisode 6, c'est tu perds une part de ton âme, en fait, pour aller continuer d'être le compétiteur que tu devrais être en fait chaque saison. Mais en fait, c'est impossible de repartir à un training camp avec la même motivation, avec le même physique, la même envie. C'est impossible. Donc, c'est là aussi où on se rend compte combien il est déjà le GOAT. Moi, je me souviens des vidéos, je ne sais pas quelle vidéo c'était, c'est Airtime, où on s'arrête à sa première retraite. Airtime, ça s'arrête en 92. Portland. C'est après Portland. Parce que je crois que, je ne sais pas si c'est Airtime ou Come Fly With Me, mais en tout cas, il y en a une où déjà on dit que c'est le GOAT. On dit que c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est Airtime. On dit, moi ça m'avait marqué, tu vois, quand je sais pas, j'ai dû le voir, je crois en 2000, j'avais 10 ans, un truc comme ça. On disait déjà, avant même le deuxième tripit, qu'il est le GOAT. Donc au moment de la Dream Team, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Enfin, il n'y a rien à dire, on peut en discuter, hein, mais il est déjà le meilleur joueur de tous les temps pour les observateurs. Alors qu'il n'a que 2 titres. Alors qu'il n'a que 2 titres et qu'il en aura 6 à la fin, quoi. 2 titres, il n'a que 8 ans d'expérience. Au bout de 8 ans, on a clairement dit OK, bon, lui, c'est bon. Ben oui. C'est chaud. C'est fou. En sortant d'une décennie qui est peut-être la plus belle décennie du basket en NBA. C'est vrai. C'est abusé. Ce qui est marrant à la fin de ce deuxième titre, c'est qu'il va attaquer donc Team USA avec donc ces Jeux Olympiques. Tu as l'impression que ça a été des vacances pour lui. Il dit Deline fait jouer plus de 6 minutes, je me barre. Tu as l'impression que. Bon, ça, c'est juste après le titre. Il est avec son je sais, mais tu as l'impression que les Jeux Olympiques, c'est des vacances, ça va être des vacances pour lui. En aucun cas, il se dit bon, ça va être chaud, il faut que je me reconcentre, je me mets une petite semaine de. Non, c'est clair, il est complètement détaché de tout ça. Parce que l'écart, là, il est immense aussi avec le reste du monde. Ah oui, je pense qu'ils savent, hein, avant de commencer, le roster, ouais, c'est bon. Et donc,
Ce qui est Nous, bien, on se commence à préparer, toi, dans l'équipe de France, on commence à préparer, on est, il va falloir qu'on fasse ci, ça. Eux, c'est, allez, c'est ça, quoi. Surtout qu'ils vont à Monaco, quand ils se disent, de toute Ouais. façon, c'est les vacances, on va kiffer. Hein. Tu vas pas à Monaco en préparation. Une fois, on a été à Antibes, ils n'ont fait plus jamais. Mais oui, ils n'ont fait moi, je suis plus allé jamais. à Antibes et pas en préparation et j'y dis plus jamais non plus. Hein. Il y a un super parc aquatique, t'es dur. Ils ont fait Antibes au mois d'août. Ah, une fois, et c'est bon, on y retourne. C'est bon. Avant qu'on aille sur Monaco et la qualité des entraînements, parce que là aussi, on a vu des insights que certains avaient pu déjà voir, mais c'est archi intéressant. Ce qui est bien, c'est que la semaine dernière, il y a eu un gros épisode sur les Pistons de Détroit. Cette semaine, Isaiah Thomas a beaucoup parlé dans les médias. Et là, dans cet épisode 5, ce qui est bien, c'est on a la version de Jordan. Parce qu'il y il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que c'est Jordan qui n'avait pas voulu que d'Isaiah Thomas dans la Dream Team. C'est un petit peu aussi ce que raconte en substance le livre Dream Team. Mais là, on voit que Jordan, lui, demande quand même qui joue dans l'équipe, ce qui en soi oriente pas mal les choses. Mais lui dit, moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'il n'y soit pas. J'ai juste demandé qui y serait. On joue un peu sur les mots. Et surtout, après, il nous explique qu'il a été en bif avec Magic, il a été en bif avec Bird, il a été en bif avec Pippen, et que quelque part, c'était ce côté vilain petit canard lui a coûté sa place, mais pas que parce qu'il était en bif avec Jordan. Bah, étant en bif, de toute façon, Détroit, ils ont cassé la gueule à tout le monde. Donc... Ah, mais Chuck Daly est coach de la Dream Team, c'est un petit peu paradoxal. Tout à fait. Ouais, mais je pense que, ouais, après, puis Jackson, c'était pas forcément le coach adéquat, je pense, à ce moment-là. Chuck Daly était vraiment le mec qui a su justement gérer des égos, gros égos avec des tarés dans ces périodes-là, en fait. Ils avaient du respect pour le coach, mais pour les joueurs. Parce que je pense que, OK, Chuck Daly était le coach, mais le côté vicieux, c'était mis en place par les joueurs eux-mêmes, je pense, de Détroit, sur le terrain. Et oui, tu as dit Magic, Bird, Jordan Pippen. Mais après, quand tu penses, quand on voit que Ewing et Barkley sont les meilleurs potes de Jordan, du coup, eux seront côté MG, donc ça fait déjà la moitié de la team. Il y a Malone aussi. Hein. Je crois Malone qui dit j'en veux pas. Malone, il paraît que ça a été le plus véhément à dire moi, je ne veux pas dire à Thomas. On rappelle qu'il lui avait ouvert la tête en deux. Hein, une des actions les plus honteuses que j'ai pu voir sur un lay-up allez voir sur YouTube, ceux qui n'ont jamais vu. C'est Isaiah Thomas contre le Jazz. Donc, il va sur un lay-up et Malone monte au contre. Il est tout jeune, fin par rapport à ce qu'on a pu le connaître. Et le bruit du coude sur le crâne. Et je crois qu'il prend un truc genre 40 points de suspension de points de suture. Il lui a ouvert la tête en deux et c'est au sens malheureusement littéral de l'expression. Après, le truc de Isaiah Thomas et de Michael Jordan, c'est que il est bien gentil. Tu vois, il est bien gentil de dire que c'était un truc collectif. Il a raison, d'ailleurs. Je pense qu'il y avait vraiment un truc collectif. Mais il restait le leader. Je suis persuadé que si lui avait dit « c'est OK pour moi », Isaiah Thomas serait peut-être dans l'équipe, tu vois. Donc, j'ai quand même la sensation, et d'ailleurs tu le sens, parce que sur l'interview là, qu'il y a quelques mois, il le déteste encore. Mais il le dit. Hein. Il dit j'ai un respect exceptionnel pour son talent, même si je le déteste. Donc voilà, au moins c'est. Voilà, ça c'est clair. Il le déteste. Il dit que c'est le deuxième meilleur all-time, mais il le déteste. Et puis les gars, on connaît. Quand tu dis tu viens jouer, nana, tu sais qu'il y a deux potes que tu n'aimes pas trop, tu fais il y a qui joue. En soi, c'est une orientation. Et ça, c'est la question de nos potes relous pour les soirées. Voilà, il y a qui sera là, frérot viens, et puis on en reparlera. Et après, il y a un truc, tu vois, tu disais pour Chuck Daly, c'est paradoxal, mais d'un autre côté, Chuck Daly ne coachait aucun joueur de la Dream Team, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ça se tient. Tu vois, plutôt que d'avoir un des meilleurs coachs de NBA, tu vois, et qui, sans parler d'avantager ses joueurs, ou aurait peut-être même fait l'inverse, aurait fait moins jouer l'un des mecs. Là, tu prends un gars dont il est le coach de personne. Neutre, quoi. Ouais, quelque part neutre. Et le gars. Ouais, non, c'est pas con. À l'époque, dire les deux coachs qui étaient Chuck Daly et c'était Nick Wilkins, de toute façon. Il n'y a pas Pat Riley, peut-être, qui aurait pu faire la maille? Il y a Riley, ouais. Tu as Riley. Riley, il coachait Ewing et il a coaché Magic. Donc, justement, l'argument Thomas, il est bien. C'est qu'en gros, les deux coachs légitimes de l'époque, c'était Nick Wilkins et Chuck Daly. C'était les deux coachs qui étaient sur le banc, de toute façon. Et t'en as un quand même qui a gagné 2 fois, donc peut-être que ça fait pencher la balance. Ouais. Et il y a un dernier truc que Jordan dit, je crois que c'est lui qui le dit, hein. Il dit il y a une réalité aussi, c'est que. Alors d'ailleurs, tu parlais de vacances, tu as l'impression qu'ils sont en colonie de vacances. Tu as l'impression qu'ils sont dans un kiff. C'est les meilleurs joueurs du monde, des superstars, ils sont blindés. Pourtant, ils sont tous potes.
Ils font tous des nuits blanches ensemble, ils parlent de jouer aux cartes. Dans le livre Dream Team, on parle de Barclay qui va dans les bars la nuit dans Barcelone. Enfin, des trucs complètement surréalistes. Et Jordan dit, si Asia Thomas était là, il n'y aurait pas eu la même ambiance au sein de l'équipe. Ça, par contre, je veux bien le croire, pour le coup. Bah, il y aurait ce petit truc, toi dans le bus, ces gens. On sait qu'il suffit des fois d'un mec pour Et mettre Ouais. c'est clair Bah, ouais. que John Stockton, bon, lui, il va être là, hein, le petit homme de famille qui a rien à dire, il va le De mettre prendre ça, ses photos dans la rue. il va prendre ses graves, il va prendre ses photos, il va faire ses 4-5 passes pick and roll et puis c'est bon, il va pas poser de problème. D'ailleurs, là, je vous ai dit la semaine dernière, j'ai regardé USA Angola. Stockton, il joue très très peu. C'est Pippen qui joue deuxième meneur avec Jordan, hein, derrière Magic. Hein. Donc, bon. Si sur leur match, que ce soit amicaux ou officiels, ça n'a pas été là. 43 points d'écart. La vraie compétition, hein, 43 points d'écart sur le tournoi. la vraie compétition dans cette Dream Team-là, il y en a des images à Monaco, c'est leurs entraînements. Et il y a ce récit de match, de pick-up game, quand Magic Johnson et Barclay chambrent Jordan et que Jordan met un coup d'accélérateur. Et on sent que c'est tendu. Et forcément, on a tous connu ces entraînements-là où on s'aime, on joue dans la même équipe, mais les entraînements, ils sont tendus. Et ce que j'ai adoré, c'est quand tu rentres à la fin de l'entraînement, tout le monde rentre dans le bus, il n'y a pas un mot, la tension, elle est encore là. Il faut attendre 2-3 minutes pour que les mecs commencent à rire. Et ça, on a tous connu ça. Ces entraînements archi tendus. Non, c'est clair. Oui. C'est clair. Et tu vois, pour le coup, les images, on les a déjà vues plein de fois maintenant. Depuis quelques années, elles sont ressorties. On les a déjà vues 1000 fois. Le tir avec la planche de Jordan, son layback avec un peu de réussite. Magic qui met un 3 points et qui dit c'est comme un lancer franc. Tu vois, on les avait déjà vus. Mais ce que j'ai aimé, ce que à chaque fois je me dis quand je regarde ce match, c'est qu'il y a les meilleurs joueurs du monde. Ça joue physique, ça défend dur, il y a de l'adresse. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul mec qu'on voit en fait. C'est ça qui est fou avec Jordan, c'est qu'à la fin, putain, tu dis qu'ils ont gagné grâce à Jordan parce qu'il s'est énervé, parce que c'est Jordan. Et Et sur le terrain, t'as du moi, ça monde, me met quoi. toujours. Je suis sur le cul à chaque fois en fait. Et sur le terrain, tu as du monde, quoi. T'as vu. Ah, c'est pas genre les mecs, non. C'est peut-être les 10-12 meilleurs joueurs du monde à ce moment-là, quoi. Et lui, il est au-dessus. Mais pas au-dessus, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas photo, quoi. C'est Ils sont à pauvre moins Clyde 8, hein, il dit Drexler. quand même. Franchement, pauvre Clyde Drexler, quoi, cette année-là. Qu'est-ce qu'il a ramassé? Même l'entraînement, le pauvre. Ouais, c'est clair, t'es un Tu mois sais qu'après plus ce tard. match, ils le disent pas dans le documentaire, ils le disent dans le match, dans le livre Dream Team. À la fin de cet entraînement-là, Larry Bird va voir Magic et Magic lui dira There is a new sheriff in town. Ouais. Alors là, ils ont un peu dit genre, ça y est, c'est la fin des années 80, on change Ouais. d'air. C'était la même idée, mais oui, ils sont, de toute façon, ils sont vieux, nos deux gars là. Et d'ailleurs, on voit tout le temps les images de Bird, tu sais, allongés là, comme Steve Nash là. Les mecs passent leur vie allongés parce qu'ils ont mal au dos. Et moi, il me bluffe. Hein. Enfin, tu sais, on connaît par cœur son histoire, Mm. mais ce pick-up game là, en plus dans une salle à Monaco, improbable en fait quand il pense, avec des assauts bien durs. Je sais pas si vous avez remarqué, Ouais. c'est dur de ouf. Pas de ressort, c'est Ah ouais, vous ne pouvez pas toucher le c'est cercle. pas filoche, c'est mort. Oui, et Jordan, à un moment, dit bon, vous avez quand même les 11 meilleurs joueurs de NBA. Évidemment, Christian Laettner, toujours un petit écart. Ça me tue, ça aussi. On ne va pas revenir sur leur parcours pendant les Jeux Olympiques. On l'a fait et refait des milliards de fois. Ça nous permet, du coup, de ce flashback sur 1992 à Barcelone, ça nous permet de parler d'un mec dont on n'avait pas parlé encore aujourd'hui, jusqu'à présent. Thomas, c'est Tony Kukoc. Mais alors, il est vivant. Tony Kukoc, donc, qui est le coup de cœur terrible de Jerry Krause, qui le draft en 90, je crois, au deuxième tour, qu'en fait tout un pataquès au sein des Bulls qui sont et qui vont devenir champions NBA, mais on dit il y a un mec extraordinaire, trop fort. Et en fait, il ne fait pas forcément le jeu de Tony Kukoc parce que les deux Jordan Pippen, ils l'attendent comme au coin d'un bois. Bah, mais attends, encore une fois, c'est à cause de Pippen, parce que Pippen, il fait mon contrat. C'est comment? Pippen qui a gagné 2 bagues, qui est All-Star, qui est clairement bon, un tout meilleur joueur de la ligue. Ouais, 2 secondes, je vais en Yougoslavie voir un gamin de 20 ans, je reviens. Bien sûr que ça vénère sur le moment. C'est normal que ça vénère. Après, il le démonte, le pauvre. Oh la vache. Ce match-là, il le démonte de fou. Mais c'est vrai que le triptyque, il en fait des tonnes. Genre, c'est lui l'avenir de la NBA, c'est lui l'avenir des Bulls. Alors imagine, tu répètes ça à Jordan et Pippen. Donc imagine comme tu es surgonflé, plus d'histoire d'argent. C'était obligatoire
qu'il soit hyper revanchard contre lui sur un match en plus télévisé, c'est les JO, Team USA, il y a un côté patriotique qui rentre en ligne de compte. Et je me dis toujours, mais Tony Kukoc, il a dû halluciner. Il le dit, il a vite fait, mais il est là pour jouer un match de basket contre peut-être des futurs coéquipiers, à être bon, puis il se retrouve avec des gars qui ont la dalle, qui ont la dalle de ouf, et puis les meilleurs défenseurs du monde, accessoirement. Ouais, bah forcément, il fait un match pourri. Il fait un match pourri, mais on peut même pas lui en vouloir. Ce qui est bien, c'est qu'il les réhabilite sur le deuxième match, sur la finale, où il dit, mais là, il a taffé. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ça, c'est Absolument. clair. Ça, Mais c'est bien qu'ils mettent ça en là, il avant. gagne leur respect, justement. Il fait, il y a un mec, à 5 jours, on le démonte devant le monde entier. 5 jours après, il revient, il fait, vas-y, bon, c'est bon. Et les déclarations Il fait son d'après. taf. Après, je dis pas qu'il en met 40, mais je crois qu'il fait 18 points. 16 et 6. Ouais. 16 et 6. Ils annoncent ça, ouais, ils annoncent ça. Et surtout, après le premier match, il y a les déclarations. Il y a les déclarations de Barclay qui dit qu'il n'est pas prêt pour la NBA. Il y a Pippen qui dit s'il avait le stress, en NBA, il ne pourra pas jouer. Jordan est un peu plus mesuré. Jordan est un peu plus mesuré. Toujours. Mais en tout cas, ils en rajoutent une couche terrible et ça donne encore plus de crédit à Kukoc pour sa finale d'après. Parce qu'on sait que la finale, tu ne peux pas la gagner. Donc, c'est juste se dire, bon, là, il faut que je sauve mon honneur et que je montre à ces mecs-là que je peux jouer avec eux. Et quand on connaît la suite de l'histoire, on se dit que finalement, l'histoire, elle est très, très cool pour Kukoc. Et tu vois, ce qui est bien dans cet épisode, mais encore une fois, je pense que ça aurait pu durer 20 minutes de plus, c'est qu'ils expliquent pourquoi il ne va pas en NBA. Parce qu'il se fait beaucoup plus d'argent en Europe, il parle de 2 millions de dollars, parce qu'il y a encore la guerre en ex-Yougoslavie à ce moment-là. En plein dedans, là. Oui, on est en plein dedans. Et donc, du coup, lui, il ne peut pas se barrer aux États-Unis, il ne peut pas lâcher complètement. Donc, il reste en Europe pour rester pas trop loin de tout ça. Et tu vois des highlights, pour ceux qui ne connaissent pas Tony Kukoc, mon gars, il met des tomards. Il est là, tu sais, il fait kiffer de ouf. Tellement fort. Tellement fort. À Trévis, c'était tellement fort. Oh là là. Et c'est Quel bien ça. Quel est le point commun entre Stephen Brun Split. et Tony Kukoc? Ils joue à Split. Ils ont tous les deux joué à Split. Bravo. Est-ce que Kukoc facile a pour conduit deux sans experts comme permis vous. Est-ce Hein? qu'il a conduit sans permis là-bas, Tony? Parce que Steph a une super histoire là-dessus. Et les deux ont perdu contre Limoges aussi. Ah oui. Ça se tient. C'est vrai. C'est vrai, les highlights, là, sont pas ouf, Erwan? Hein? Les highlights. Ah oui, non, mais de toute façon, Kukoc en Europe, c'était incroyable. La finale contre Limoges, alors certes, c'est cette interception incroyable, historique de Fred Forte, mais il monte la balle, il se stoppe, boum, il met des tirs à 3 points. À l'époque, c'était inimaginable. Il fait 2-8. Hein. Et de toute façon, derrière il fera une super carrière NBA parce qu'il y aura les Bulls, mais même après, il jouera très tard parce que ça sera un joueur très intelligent sur un terrain et un des meilleurs Européens à avoir joué NBA. En tout cas, c'était cool d'avoir pu enfin avoir ce passage sur Tony Kukoc. Les deux problèmes de Kukoc, son tatouage et son book. Tatouage catastrophique. Tatouage catastrophique et le book. Alors, très 90s, hein, mais merde, quoi. Mec, quand tu as un tatouage comme ça, si tu passes tous tes étés, aller aux vieilles charrues, gros. Hein. Oh non. Et dormir dans une tonne Quechua. Non. On est loin de l'hôtel de Paris de Monaco. Hein. De Monte-Carlo. Après ces Jeux Olympiques, Jordan, on voit, il y a cette pub incroyable avec Gatorade, c'est Be Like Mike. Cette chanson, tu vois, qui est à la base une pub et finalement qui restera presque un slogan qui dépassera complètement le cadre marketing maintenant, tellement que I want to be like Mike, tu vois, si toi Thomas, tes réseaux sociaux s'appelle I want to be like Tom, c'est que ça a inspiré vraiment toute une génération. Clairement, on se souvient du film avec Lilbo, Like Mike. Oui, tout le monde voulait être Jordan. C'est aussi con que ça, mais par son jeu, par les chaussures, voilà. C'est la plus grosse star du moment avec Michael Jackson, on pourrait dire. Donc, et les Didi, peut-être, j'en sais rien. Mais tu vois, tu es dans un truc où il est sur le toit du monde d'un point de vue médiatique. Il est intouchable. C'est là où c'est ces vidéos-là où tu te rends compte, sur ces épisodes-là, que. Enfin, je regardais ça avec ma famille hier, je dis, mais imagine ce mec-là, après chaque match, serait rentré chez lui, il aurait fait ses bains froids, ses massages, couché à 22h, ce que ça aurait donné, parce qu'il a une vie, il n'est pas humain, ce mec-là. Tout le monde dit qu'il n'est pas de cette planète-là. Et attends, la dernière fois, c'est Chris Webber qui a raconté une histoire où 2 heures avant le match, il est dans sa Ferrari, en train de fumer un cigare. Tu as eux qui descendent du bus, il est comme ça. Qui défend sur moi? Sur moi, je pluffe. Ouais, ok, 50, il en met 54. 2 heures en match, il est en train de fumer le cigare dans cette Ferrari dans le garage, quoi. C'est vrai qu'il dégage. Il fait des paris de lancer de pièces. Oui, ah oui. Il régale. Hein. Là, tout le petit crew de la sécurité, là, il est fantastique. Hein. Ils sont tellement attachants, les gars. Mais grave. Et le mec, il fait là, il est 2 heures avant un game. Après, vas-y, passe chaussure, hop, 40.
Vas-y, on recommence. C'est incroyable. C'est normal, en fait, qu'il est tellement adulé parce que mais tu as personne, même LeBron, même Kobe, même, je sais pas, les prochains qui vont venir, avoir ce train de vie-là et être aussi fort, c'est quasiment impossible. Je dis pas qu'ils vont pas le faire, mais ça serait vraiment très compliqué. Moi, je te rejoins complètement. Je suis impressionné. On sait que c'est un mutant mental, que c'est un joueur énorme, le meilleur de tous les temps. Mais je reste quand même bluffé par le nombre de sollicitations, le mode de vie qu'il a et ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Mhm. Sur le terrain, il n'est pas juste là à assurer. Il est énorme. Il est, quand on voit que dans les vestiaires, il y a Jerry Seinfeld qui vient le voir avec que Jackson. Rice, qui sont des stars de NFL, tout le monde se rue dans les salles pour le voir. Et pas une fois, il fait un match à 8 points où il passe au travers. Il est trop fort tout le temps. Et même les méga stars de l'époque veulent venir voir un mec qui est encore plus une méga star que eux. Et derrière, personne n'est jamais déçu quand tu viens voir Michael Jordan. Et ça, c'est incroyable. Moi, je suis bluffé aussi par ça, par les attentes énormes. Et pourtant, eh ben, t'en as plus que pour ton argent. C'est vrai que, tu vois, ça c'est dans l'épisode 6 au début, où ils mettent tout en œuvre pour qu'on comprenne combien sa vie est complètement ahurissante, où on le voit arriver à la salle et donc il va voir les enfants, il donne toujours 5-10 minutes à des enfants. Alors c'est très, très commun pour les joueurs NBA de passer du temps avec les enfants dans les couloirs et tout ça, mais bon, là on parle de Michael Jordan qui se doit d'être le meilleur tous les soirs, donc c'est toujours un peu différent. Il y a ce côté-là, puis à 10 minutes du coup d'envoi, enfin avant de se changer plutôt, il y a les sollicitations des superstars qui viennent le voir qui sont là comme des gosses, alors que c'est des mecs que tu regardes à la télé tous les soirs, ou tu vois, des gens qui sont devenus tes amis. Tu es là, la séquence quand il doit donner les tickets aux joueurs les uns après les À autres. Randy Brown. À Randy Brown, gros. Cette phase-là, il est là. C'est vraiment le C'est Dieu qui a donné un ticket. Oui, alors, Non, mais cette phase-là, en plus, on dirait que c'est clairement le président de l'équipe. Ouais. Le mec, il a un bureau. Oui, il a un bureau. Il a un bureau. Il fait. Bien. Et il lui donne une seule. Hein. Il dit, ouais, ils sont tellement hauts qu'ils seront assis à côté de Dieu. Il fait, ouais, bientôt donner un ticket. Mais gros. Cette séquence, elle est incroyable. Après, je rigole. Non, tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Tu rigoles pas. Tu penses fort. C'est les frères. Et moi, Phil Jackson me régale quand à un moment donné, il rentre dans les vestiaires parce qu'il voit leur tourner. Il dit, bon, les gars, stop, on arrête. Et Jerry Seinfeld, il fait une blague. Mon gars, il va sur le tableau, il fait, cela, le faites pas, ça marche pas. Et tout le monde le regarde. Une froideur, mon gars. Une blague au monde de Jerry Seinfeld qui n'est pas passé. Et tout le monde le regarde. On va te goumer. Alors que le gars, c'est la superstar des années 90, tu vois. Alors, dans un mec de 2,06, il lui fait, salut, ça va, toi? C'est incroyable. C'est incroyable de vivre ça. Tu vois, tu vois, dans les moments comme ça, le moment où, dans l'épisode 6, on ne comprend pas ce qu'il veut à Pippen et tout ça. Il dit, les gars, il est 13h45 là, allez, on y va. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Je croyais qu'il y avait une réunion ou un truc. Il dit, non, on doit aller jouer au golf. Et il prend tout le monde avec lui. Et Pippen, on lui dit, attends, Scotty, je peux te parler? Non, on y va. Quand il est devant le car et qu'il klaxonne, mais gros, j'étais tellement mort de rire. C'est incroyable, gros. Il passe sa vie à avoir des trucs à faire. C'est ça le truc que tu retiens, c'est qu'il n'a jamais 5 minutes pour lui. Et au point que ça le dégoûte, ça c'est la fin, mais quand il est tout seul dans sa chambre d'hôtel, il dit, mais voilà, moi c'est ça que maintenant j'ai envie de ça. J'ai envie d'être peinard dans ma petite chambre. On sent que sur la saison 92-93, il y a il y a une rupture de stop, j'en peux plus, c'est trop. Et en même temps, il a beau être surhumain, il a beau être le plus fort du monde au basket, à un moment donné, dans sa tête, il dit stop parce que c'est beaucoup trop. Et il reviendra. Donc, et ce break d'1 an et demi, quelque part, il va lui faire énormément bien pour revenir parce qu'il sera encore autant sollicité sur les 3 saisons et demie sur lesquelles il va revenir. Mais il a eu besoin de souffler 1 an et demi. Et on comprend petit à petit qu'il est en train de, dans sa tête, dire oh là, j'en peux plus. Il y a eu la mort de son père. Après, je pense que c'est ça qui a été la mort de son père aussi. Ouais. Parce qu'il n'arrive pas à la tragédie qu'a connue son père. Je ne pense pas qu'il arrête. Ah, il paraît qu'il y a rien. Je n'ai jamais parlé avec lui de ça ou quoi que ce soit. Je m'avance moi-même. C'est mon truc à moi. C'est ça qui a fait qu'il arrête. Il y a des histoires de Paris, je crois aussi. Il y a des trucs un peu sombres de Paris où on lui dit bon, c'est bien si. Bon, on saura jamais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une star interplanétaire, une star qui dépasse le cadre du sport.
Et comme toutes les stars, ben, elles ont leur bad buzz, leur mauvaise pub. Et il y a cette phrase d'Obama que j'ai trouvé énorme quand ils viennent sur le dossier de, je vais prendre son nom parce que c'est important, de donc Harvey Harvey Gantt. Gantt, Oui. donc qui se présente pour être sénateur de la Caroline du Nord, donc qui est un candidat afro-américain et qui est opposé à Jesse Helms, qui est un facho de Caroline du Nord, on va appeler un chat un chat, hein. Oui. Ça avait l'air sympa, en tout cas, oui. Un horrible personnage, ouais, qui a l'air vraiment un triste personnage. Et Jordan ne le soutient pas, ne le soutient pas officiellement, en tout cas, et en disant une phrase qui est rapportée, en disant oui, mais je ne vais pas soutenir Harvey Gantt puisque même les républicains achètent des paires de Jordan. Alors il dira que c'était une blague dans un bus, mais on imagine que quand on a une star comme ça, même une blague dans un bus, quand c'est rapporté, ben, ça prend l'ampleur que ça a. Et c'est un vrai premier bad buzz concernant Michael Jordan. Et cette phrase d'Obama, c'est on adore aduler les Afro-Américains comme Jordan, Oprah ou Michael Jackson, Ou Barack Obama. ou Barack Obama, mais surtout, mais pas quand il y a des polémiques sociales. Ça veut dire que vous êtes, euh, vous êtes des super athlètes, vous êtes des super showman, on vous adore. Par contre, n'allez pas sur des sujets comme cela. Et ça montre un petit peu alors qu'on est dans les années 80, ça montre déjà le contexte social des États-Unis. Ce moment, de toute façon, il est hyper important parce que ça en dit long aussi sur ce qu'est Michael Jordan. Il est directement comparé avec Mohamed Ali. Tous les deux concourent pour être le plus grand athlète de tous les temps, le plus grand sportif de tous les temps. La grande différence, au-delà de leur carrière sportive qu'on peut faire entre les deux, c'est leur engagement civique, politique. Le fait que Jordan n'ait jamais pris position pendant sa carrière, alors que c'est peut-être la plus grande voix de l'histoire des États-Unis, il n'a jamais pris position. Et cette élection de 90, où effectivement, pour grossir les traits, c'est quand même le bien contre le mal, hein, voilà, tout simplement. Il doit défendre quelqu'un qui vient de chez lui. On parle de la Caroline du Nord, donc c'est pour ça que c'est important. C'est chez lui, donc il doit faire un pas quelque part. Tout le monde attend qu'il fasse un pas. Lui, il dira, moi, j'ai contribué un peu en soum-soum, sous-entendu, j'ai donné de l'argent, je pense, pour la campagne. C'est ce qu'il dit. Mais il préférait sa réputation, son compte en banque et ses relations avec l'Amérique blanche plutôt que d'aller soutenir forcément un candidat qui lui ressemble quelque part. Parce que moi, je me dis quand même là, avec le recul, on peut lui en vouloir au vu de tout ce qui se passe, mais d'un autre côté, il fait ce qu'il veut, quoi. Ben, c'est la question que j'allais vous poser à toi et à Nico. Est-ce qu'un athlète, bon là c'est Jordan, est-ce qu'un athlète est obligé de prendre parti? Alors là, ça n'a rien à voir avec Faudel qui va soutenir Sarkozy, par exemple. Là, Oui. on sait qu'aux États-Unis, la question raciale est archi importante, que l'histoire est d'une violence et d'une injustice terrible. Mais malgré tout, est-ce qu'un athlète, même Jordan, est obligé de prendre parti pour ça? Lui, en tout cas, il dit non. Il dit, moi, il n'a jamais voulu être un exemple, en tout cas, de dire, moi, je n'ai jamais prétendu vouloir être un exemple. Le seul exemple que je veux donner, c'est sur le terrain. Bah, obligé, non. Mais ça joue beaucoup aux États-Unis, ça. Tu vois, oui, moi je suis pour, ou moi je suis pour. Ça joue énormément aux États-Unis. Tu vois, le LeBron James qui monte sur scène pendant un meeting d'Hillary Clinton. Tu vois, ça joue énormément. Quand tout le monde s'était mis du côté Obama en 2008. Enfin, ils faisaient des pubs, des clips, des clips vidéo avec, tu avais 30, 40 célébrités qui faisaient un clip. Je crois que c'était Will.i.am qui avait produit le truc. Et tu avais une quarantaine de célébrités. Aujourd'hui, ça se fait énormément. Lui, il a fait un foot. Il a envoyé de l'argent aussi, je te supporte, je t'envoie un chèque au pire. Mais après, tu n'es pas obligé, mais c'est là où justement, je respecte encore plus parce qu'il a fait ses trucs à sa façon toute sa carrière. Il est pas, parce que, pour moi, il aurait peut-être dû le faire, c'est sûr. Mais je respecte encore le fait qu'il non, je ne le fais pas. Et voilà pourquoi je n'ai pas fait. Et j'assume, et je m'en fous Et de il ce qu'on l'assume pense. 40 ans après. Hein. Si Enfin, tu n'es 30 ans pas après, il d'accord l'assume. avec ça, adulte quelqu'un d'autre et m'adulte pas moi, si tu n'es pas content avec ça. Et c'est vrai, d'un côté. Mais tu as raison, c'est difficile. Hein. Alors, ça n'a rien à voir, mais dans cette idée, sur Netflix, il y a un documentaire sur Taylor Swift. Ne me demandez pas pourquoi j'ai regardé, mais j'ai regardé. Attends, j'attends le parallèle. Pour l'instant, je voyage avec toi, je ne sais pas où je vais. Hein. Dans ce documentaire-là, bon, il retrace toute sa carrière. Bon, bref, on s'en fout, mais Taylor Swift, c'est la star numéro 1 de la country aux États-Unis. Donc, l'Amérique blanche la supporte, les républicains, tout le monde l'adore.
Sauf qu'elle, elle ne se sent pas en phase avec tout ça. Et justement, dans une élection locale, elle va soutenir elle va soutenir le candidat démocrate plutôt qu'une femme républicaine qui est hyper conservatrice et voilà, qui est contre ses idées. Et donc, on voit tout son processus de on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que je me prononce, il faut que je reste en retrait si je veux continuer à vendre des disques. Mais à un moment donné, c'était trop insupportable pour moi. Donc, j'ai décidé de faire valoir ma voix. Et en fait, donc le parallèle, il vient là pour Michael Jordan, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il se sent au-dessus de la mêlée, tellement au-dessus qu'il dit, moi, j'ai même pas besoin de venir dans vos histoires, même si c'est des trucs très graves, très importants pour la condition des Noirs aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression d'être au-dessus de tout ça. Je suis sur mon mont Olympe avec Zeus et je regarde les hommes se battre sur la Mais, terre. alors, toi, tu fais un comparatif avec Taylor Swift. Moi, je ne suis pas allé si loin que ça, mais un autre Afro-Américain qui a eu énormément de succès avant Jordan, qui était peut-être d'ailleurs le Jordan avant Jordan, c'est c'est O.J. Simpson. Oui, mais ça. Non, mais Oui, alors, avant, O.J. Simpson était un joueur de foot US qui était adulé par toutes. Je te parle avant l'histoire catastrophique, mais O.J. Simpson, il s'est toujours dit, mais oui, il a toujours dit, Oui, je vois ce que tu veux resté dire. avec la caste. Il est toujours resté avec la caste blanche. Il n'a jamais voulu faire des choses pour la communauté afro-américaine. Oui. Je te parle absolument, pas, bien sûr, non, mais oui. Parce que je te parle pas du meurtre de sa femme, Voilà. qui est une affaire en soi. Mais O.J. Simpson, qui était une idole pour les Afro-Américains aussi, n'a jamais voulu œuvrer pour sa communauté aussi. Ils ont même créé un personnage. Il le revendiquait. Bien sûr, et il a même créé un personnage d'Afro-Américain. Pour tous ceux qui ont vu des documentaires ou la série, on met bien ça en avant qu'à un moment donné, il a choisi de se montrer plus noir qu'il était. C'est terrible de dire ça, c'est une catastrophe. Heureusement d'ailleurs qu'en France, on n'a pas tous ces facteurs-là, mais pour les États-Unis, c'est très important. Et Michael Jordan, en tout cas, lui, n'a jamais pris parti. Et dans le documentaire et dans son interview, encore une fois, il le dit. Moi, je pense que dans sa tête, c'est pas son combat. Mais moi, je pense que si tu n'es pas habité par ce combat-là, ben, vaut mieux pas le faire, en fait. C'est des combats tellement importants que le faire pour le faire, ça ne marche pas. Je pense que alors, c'est terrible parce que finalement, le mec est élu quand même. Hein, le facho Oui, passe. bah oui. Et ça, en soi, c'est une catastrophe quand on voit les idées de ces gens-là. Mais en même temps, sur des combats aussi importants, est-ce que si toi, tu n'es pas habité par ces combats-là, pas par ses convictions, parce qu'on imagine que les convictions sont bizarres, mais si tu n'es pas habité par ce combat-là, est-ce que tu as intérêt à aller sur le devant de la scène? En tout cas, 30 ans après, il assume de ne pas l'avoir fait. Voilà. Ah, il assume clairement. C'est clair. Et d'autres l'ont fait pour lui. Et on a vu Barack Obama. Et Barack Obama est très bon dans son explication aussi. Il le dit, il est surpris. Il aurait aimé que Jordan en fasse plus. Il ne l'a pas fait. Il le comprend et ça s'explique. Et on avance sur autre chose. Ben voilà, c'était intéressant de parler de cette période-là parce que c'était assez méconnu pour la plupart. Et c'est aussi une part un peu d'ombre de la part de Jordan. Absolument. Et ça effrite sa réputation. Complètement. Forcément, il a dû perdre des gens qui l'adulaient, ont dû se dire, mais en fait, c'est un connard, il ne nous soutient même pas. Donc, voilà, après, il faut voir. Surtout ici, parce que ici, il est clairement. En fait, j'ai l'impression que c'est le seul endroit au monde où il n'est pas sanctifié. En Caroline du Nord. En Caroline du Nord. Ouais, en Caroline du Nord, tu vois. Quand il est ici, quand il vient ici, quand on fait plein de trucs caritatifs en Caroline du Nord, les gens le voient comme Michael, l'enfant de Caroline du Nord. Tu vois, c'est pas le Dieu vivant comme il peut être partout ailleurs au monde. C'est à chaque fois qu'on vient ici, on va dans une école ou dans un hôpital ou gens en difficulté ou n'importe quoi, les gens vont le voir. Ils sont pas en mode ah c'est Jordan. C'est le seul endroit au monde où je vois ça en fait. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont peut-être été déçus ici. C'est parce que ils le voient pas comme un dieu justement. Ils avaient besoin justement de l'enfant de Caroline du Nord pour les aider justement à passer ce truc-là. Je pense en tout cas. Non, c'est intéressant. Il y a une autre affaire qui va éclabousser aussi un petit peu l'image iconique de Michael Jordan, c'est ce livre de Sam Smith qui, je ne savais pas, avant de faire de la musique, avait écrit un bouquin. Là, il y a Steph n'est pas là, il faut bien que j'en mette c'est bien. Pour que ça glisse. Il y a ce livre, donc, Jordan Rules, où il va récupérer un petit peu des témoignages à droite, à gauche, de gens de vestiaire, du coaching staff. On n'a jamais vraiment eu les noms, même si Jordan lâche un grand. Horace Grant.
incroyable, froidement. C'est Will Purdue aussi qui dit ça, non? Will Purdue aussi dit Horace, Horace Grant. c'est Horace, ouais, c'est lui qui a lâché. Ouais, c'est sur Horace Grant. BJ Armstrong, lui, va temporiser en disant que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont parlé autour. Et c'est vrai que ce livre, finalement, ben, il met la lumière sur un côté sombre de Michael Jordan, qui aurait tapé Will Perdue en entraînement, qui dirait à ce mec-là, on ne lui fait pas la passe à la fin du match. Enfin, moi, ça, à tous les niveaux, j'ai entendu dire, on sait à qui on fait des passes, à qui on ne fait pas les passes. Je ne suis pas sûr que ça fasse de toi un monstre. Mais en tout cas, à travers ce livre, on essaie de nous montrer un Michael Jordan un petit peu tyrannique. Mais est-ce que ça surprend? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, Voilà. mais à l'époque. Même à l'époque, je ne pense pas que ça surprenait non plus. Tu penses? Là, en tout cas, dans le documentaire, il tourne de manière à ce qu'on comprenne qu'à l'époque, tout était rose autour de Jordan. Et Ouais, puis là, ouais. on découvrait quelque chose. Ouais, mais il était tellement mode compétiteur, c'est le mec qui voulait tellement gagner que même limite, alors, moi j'avais 3 ans et demi, donc j'en sais rien, mais je pense pas qu'à l'époque, ça a vraiment choqué. C'est peut-être, oh, waouh, en fait, il est peut-être pas si cool que ça, mais c'est aussi pour ça qu'il en est là. Et je pense que même à l'époque, je pense que ça a peut-être été pris comme ça. Je sais pas, il faut peut-être parler à quelqu'un qui a vécu ça en live. Il y a, tu vois, il y a quand même une résonance avec le livre où donc Sam Smith dit mon éditeur m'a demandé de rester chez moi parce que je recevais des menaces de mort. Donc c'est quand même allé très loin. L'impact du livre est allé très loin. On le voit 5e des meilleures ventes à ce moment-là aux États-Unis. Donc sur un sportif, c'est toujours incroyable que des livres soient aussi haut dans les ventes. Et il y a un autre truc, c'est que Jordan le dit bien, c'est qu'il était monté tellement haut que ça y est, il y avait la part de haters, alors je ne dis pas des haters, mais la part des gens, des critiques, qui commençaient à les gratter pour voir s'il n'y avait pas des trucs un peu sombres derrière tout ça. Et ça, c'est la première chose qui sort. Donc, il y avait les trucs avec l'élection politique. Tu as le côté tyrannique que les gens découvrent visiblement, même si je suis d'accord avec toi, c'est pas choquant, mais en tout cas, les gens découvrent en fait que c'est pas un agneau. Bon, d'accord, le gars, c'est le meilleur joueur du monde, tu peux imaginer, te projeter un peu, mais c'est le deuxième truc. Et surtout, ça en découle avec un autre livre qui arrive visiblement dans la foulée. Alors, j'ai noté le mec, il y a quand même 2 histoires improbables. Donc, on va sur les paris sportifs directement. C'est qu'il y a notre ami, comment s'appelle-t-il? Il a un nom Richard compliqué. Esquinas. Ouais. Richard Esquinas, qui était GM de San Diego Ça, Arena. c'est un nom à jouer dans les League Masters de PES. Ouais, c'est clair. Donc, il y a lui et il y a l'affaire avec Slim Boulir. Alors ça, c'est les 2 histoires qui arrivent juste après. Donc, le truc politique, le côté tyrannique et donc les paris. Donc, ça, c'est en quelques mois. Ils disent que ça commence en 91. Et donc là, on se retrouve 92-93, où Michael Jordan, en fait, on découvre que non seulement il est tyrannique, mais donc que c'est un gros parieur. C'est toujours pareil. Nous, en 2020, on le sait. Mais là, tu te rends compte de l'impact à l'époque. On parle d'un chèque de 57 000 euros, dollars, qui apparaît là comme ça pendant un procès du golfeur arnaqueur. Il a l'air de régaler, hein, le slim. Là. Ouais. Il régale. Ah. Il régale. Bon. Et il y a ça. Et donc, le livre où notre ami Richard dit Michael Jordan me doit plus d'1,2 million de dollars à cause de paris perdus. Donc, ça, j'imagine quand même à l'époque le choc que ça doit être. Et pas payé. Ça, c'est une réputation qu'il a aussi, c'est qu'il ne paye pas quand il perd. Absolument. Ouais. Donc, c'est pour ça que cet épisode il est très important, c'est que ça y est, on y va. Alors, je pense qu'on peut aller toujours plus loin, peut-être dire d'autres choses et tout ça, mais en tout cas, ils abordent de manière frontale le côté grand parieur de Michael Jordan qui nous mettait petit à petit dans les épisodes. Le truc des pièces, on en parlait tout à l'heure, mais cette séquence, elle est incroyable. Heureusement, il parie $20. Mais il y a, c'est Steve qui dit, j'ai oublié qui le dit, mais en tout cas, il dit que Ron Harper, Scottie Pippen, il y en avait un 4e, je ne sais plus qui c'était. C'est John Paxson qui parle. C'est John Paxson qui en parle. Où eux, ils sont à l'arrière de l'avion, ça parie des dizaines de milliers de dollars. Et derrière, ça parie avec des mains de $1. Ça régale la confrontation entre les deux mondes. Ouais. Tu vas dire un truc, Nico, peut-être. Ça, je l'ai vu. Dans les avions. Moi, non. Alors, moi, je suis au fond. Et au fond, non. Non, là, c'est plus des jeunes, ils jouent Uno. Donc, c'est pas. On a changé d'ambiance. On parle de blackjack, on parle de poker. Mais j'ai eu des années auparavant avec d'autres joueurs où c'était pas des jetons. Hein. Des liasses, ça sortait le sac à dos. Avec les grosses bouteilles de Patron ou de Jack. Moi, j'étais avec mon casque derrière, avec mon ordi. Je ne veux pas rien avoir avec ça.
Ça se fait pas trop en Europe, hein, j'ai l'impression. Enfin, j'imagine que ça existe. Hein. Dans les Mais, avions, après un match, quand tu es en back-to-back le lendemain, non, je pense pas. alors que les Quinri ont cette tendance à parier sur tout n'importe quoi. Ah ouais, c'est clair. Et puis, Ouais. surtout, enfin, Nico, non, laisse-moi. Mais surtout, il y a beaucoup d'interviews à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, Jordan va dire je ne veux plus parler à la presse. Et il reparlera à la presse dans une interview exceptionnelle à Avec les Ahmad lunettes. Rachad avec des lunettes de soleil. Non, Il avait mais, gros sur la patate. Hein. ouais, mais avant ça, donc, avant ça, il répond. Et chaque fois, on lui pose la question. Les journalistes lui posent la question est-ce que vous avez un problème, une addiction au pari? Et il répond tout le temps la même chose en disant non, j'ai une addiction à la compétition. Est-ce que ça ne revient pas un peu au même quand même? On a l'impression que c'est un peu un qui veut pas reconnaître un petit peu ses excès là-dedans. Hmm. Il parie tout, quoi. Ouais, Il parie vraiment sur tout. il paraît surtout. Je pense en fait, c'est vraiment ça. C'est que le mec, il veut tellement tout gagner dans tout ce qu'il fait. Alors oui, bien sûr, ça comporte ça aussi, le gambling. Mais je pense que le mec, il est avec sa femme, c'est après qu'il finit à manger, à gagner. J'en suis sûr qu'il va vraiment se battre là-dessus, quoi. Il va vraiment le prendre à cœur, malheureusement. Mais après, ouais, ça a été une élection parce que je pense pas, que ce soit le seul. Ça l'a jamais mis dans la merde, c'est ce qu'il dit. Si ça a tarni ses performances, qu'il est ruiné, que sa femme se barre, là, oui. Mais s'il n'a pas arrivé à ce moment-là, et il savait gérer son truc, parce que bon, la carte du bonhomme jusqu'à aujourd'hui, moi, je te dis, quand la seule fois que j'étais au casino avec lui, c'était à Monaco. Ouh. Il envoie. Ah, c'est pas Paul Harrère au casino qui perd Ouais. 40 $ en 5 minutes et qui repart avec une larme à l'œil. Et je sais pas si c'est une addiction, mais ça se passe très bien pour lui aujourd'hui, quoi. Donc, c'était au mois de juin dernier. Donc, et aujourd'hui, très bien. Aujourd'hui, ça va très bien. Donc, il savait gérer, il savait. Je pense pas que ce soit une addiction ou un problème. Je pense pas. Donc, il y a quand même toute cette mauvaise pub autour de Jordan. Après, à dessein ou pas, d'ailleurs, est-ce qu'on veut le faire tomber ou pas? En tout cas, ces histoires sortent. On imagine que quand tu es joueur NBA, que tu veux gagner le titre, on imagine que ça peut avoir de l'impact sur toi, surtout quand tu es en playoff, en finale de conférence, que tu joues New York, qui en 93 est peut-être la meilleure équipe des Knicks que les Bulls vont jouer, que tu es mené 2-0 après 2 matchs au Garden et qu'on ressort en plus sur toi encore une histoire comme quoi tu étais à Atlantic City la veille du match et que tu es mené 2-0 et que l'on commence à dire mais mec, là, tu gagnes plus les matchs. Mais Et ça, que aujourd'hui, tu te fais voilà. défoncer. Non, mais tu te dis que finalement, tu te dis que là, il y a tout pour qu'il tombe. Il est mené 2-0. Ça fait 2 ans qu'il y a des histoires, on lui tombe dessus entre le livre de Sam Smith, les paris, tout ce qui tombe, tout ça. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il est mené 2-0. Et bien voilà, comme d'habitude, c'est le terrain qui va le réhabiliter. 4 victoires d'affilée. Et il va s'envoyer une 3e finale de suite face au Phoenix Suns après avoir tordu les Knicks, qui était quand même une équipe d'une dureté rare. Mais là, justement, l'histoire d'Atlantic City, quand tout le monde veut le descendre, machin, les 10 matchs qui suivent derrière, les 4 de fin de conférence, les finales NBA, il produit peut-être le meilleur basket de sa carrière, quoi. Il faut, vous m'avez saoulé, c'est bon. Vous m'avez saoulé, hop, il a passé le mode, et hop, je crois qu'il tourne à 40 points de moyenne sur les 10 derniers matchs, et il boxe tout le monde. Il fait 8-2, en perdant 2 matchs en finale NBA, mais bon, qu'il devait gagner. Et il boxe tout le monde. Les Knicks, ils en foutent tout me saouler, il leur fout 54 derrière, quoi. Match d'après, il leur fait triple-double à 15 passes d'ess. Alors, je veux bien vos histoires à la con, voilà, vous m'avez saoulé. N'oubliez pas qui je suis. C'était une bonne piqûre de rappel. C'est quand même fou, Tom, comment il arrive à faire fi de tout ce qui est à l'extérieur. Et Dieu sait qu'il y a des attentes, il y a des mecs qui veulent le faire tomber, il y a des affaires un peu graves quand même. La NBA, à un moment donné, l'appel pour savoir si on doit le suspendre ou pas, pour qu'il rende des comptes. Enfin, il y a un procès avec un mec, tu l'as dit. Et, C'est. et lui, il arrive sur le terrain, il n'y a Non, rien qui ne l'affecte. mais tu as raison, c'est vrai qu'il est quand même cité en tant que témoin à un procès, il y va. T'imagines en termes d'influx nerveux, de stress que ça doit comporter. Il est bien mignon de dire que c'est son père qui lui a dit d'aller à Atlantic City. Je comprends que c'est un moyen c'est un moyen d'extérioriser, de penser à autre chose. Tu vois, c'est son truc. Mais ils savent quand même. Enfin, tu sais, quand tu es à ce niveau de fame, d'attention médiatique, tu sais que le moindre petit dérapage est susceptible de te foutre dans la merde. Mais il vit avec ça quelque part. Même si tu le sens agacé, tu sens d'ailleurs avec le meurtre de son père, forcément, bah, c'est ça qui va l'amener à la première retraite.
Il n'empêche que je me dis, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y avait tout pour qu'il explose. Il y a Magic qui dit, vous allez voir avec vos conneries, il dit à un journaliste, vous allez voir avec vos conneries, à force de lui casser autant les couilles, Il va il va s'arrêter. finir par arrêter. Absolument. Et c'est ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire, dans ta vie, il y a quand même, alors dans ta vie, les paris, les machins, je ne sais pas comment ça a impacté réellement sa vie de tous les jours. Tu vois, est-ce qu'il était plus tendu avec sa femme et ses enfants? Est-ce qu'il dormait la nuit? Enfin, tu vois, c'est difficile Il de n'avait pas savoir l'air. aujourd'hui. Non, il n'avait pas l'air, mais c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, sur le terrain, et c'est là où, encore une fois, son physique est à mettre en avant, c'est que son mental, on le connaît, mais son physique lui permettait toujours de rebondir. Quel que soit l'âge, quels que soient les pépins, les petits pépins, les petits machins, il va fumer son cigare, il va arriver 1 heure avant le match, il va s'échauffer et il va te casser la gueule. Et son physique, tout à fait hors norme, hors du commun, lui permettait de faire ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de dormir à 4 heures du mat, de jouer aux cartes avec Magic une veille de match important et d'être le meilleur le lendemain. Tu sais, ça n'a aucun sens. Normalement, tu dors, tu te reposes. Mais la zéro stress, quoi. Avant, veille de match 1 de finale NBA, le mec joue au casque à 5 h du matin, il t'en met 35 en demi-temps. Il met 6-3 points, le gars. Record all-time à l'époque. Tu sais, c'est... L'interview Kramer Rachard, il est 2 heures avant un match de finale NBA, le mec il est. Ouais, non, ça va, arrêtez de me casser les couilles avec le gambling, c'est bon. Ah, mais moi, enfin, écoutez les gars, moi, vous n'allez pas m'emmerder. Hein. C'est ça, c'est vrai. Même NBA. même à Madracha, tu lui dis, gros, tu veux pas enlever tes lunettes? Non, non, non. Avec un costume qui est comme ça, gros. Incroyable. On dirait John Gotti qui vient dire qu'il n'a rien fait à New York, tu sais, la mafia new-yorkaise. Là. C'est clair. Oh, j'ai rien fait. Le mec, Incroyable. 42 derrière. Ouais, c'est clair. Il passe les Knicks en les battant 4 fois d'affilée. Il arrive en finale face à Barkley, qui est MVP en titre. Et là, il fait tout simplement les meilleures finales de toute sa carrière avec 41 points de moyenne. avec 41 points de moyenne. J'ai le détail là. Il fait 31 le premier match, 42, 44, 55, 41, 33 lors du match 6. C'est la plus belle performance individuelle finale NBA, quoi. C'est la plus belle, quoi. Et... Mais dans le contexte, en plus, quand tu remets dans le contexte, en plus, maintenant, tu apprends, c'était pas tout rose, hein, c'était pas nuage, c'est pas 92. Là, il a quand même ramassé depuis 2-3 mois. Il est saoulé, et là, il a clairement tourné le bouton. Il est même pas content, enfin, il est content de gagner son 3e titre, non, évidemment, raison. mais on sent que, et ils le disent très bien dans le documentaire, c'est plus un soulagement qu'une joie. En fait, c'est une manière de dire, ne me cassez plus les couilles. Voilà, ouais. J'ai gagné, je fais ce que je veux, je peux faire ça, tant que je gagne, laissez-moi tranquille. Mais tu le vois d'ailleurs quand il est juste après dans le couloir, sur les premiers titres, ouais, ça se saute dans les bras, il est heureux, il en peut plus, il en fait des tonnes, il pleure. Et même sur les 3 autres. Joie. Même sur les 3 autres. Absolument. Mais alors là, tu sens que son visage il est fermé et que il est épuisé aussi. Ça, ils le disent plusieurs fois. Il est au bout du rouleau. Il a besoin de partir aux Bahamas pendant 3 semaines pour décompresser et voilà, d'être au soleil un peu et de se reposer, quoi. Parce que la pression, elle est folle. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais tu vois, sur le truc de Horace Grant, où on nous fait comprendre quand même que Horace Grant, il avait un peu le seum que toute la lumière soit sur Jordan. Donc, il aurait pu balancer. C'est une bonne raison. Ça veut dire que même en interne, au-delà même des relations avec Jerry Krause, les problèmes de contrat de Pippen, même compliqué. Les seconds couteaux qui, sur le papier, Horace Grant, j'ai jamais entendu, tu vois, un truc, un mot plus haut sur lui. Tu vois, je l'ai jamais entendu dire un truc négatif. Bah là, il faut quand même comprendre que le 3e meilleur joueur de l'équipe, lui aussi, il en avait un peu marre. Lui aussi, il avait un peu d'ego. Donc, il fallait gérer absolument tous ces facteurs pour continuer à gagner. Franchement, il est prodigieux. Tu vois, on le sait, mais d'être replongé dans les saisons, tu fais, oh, mec. Même Barkley le dit. Il dit, j'ai jamais vu un joueur aussi fort. Enfin, moi, j'ai jamais vécu un match où le gars en face, il est plus fort que moi, en fait. Et voilà, c'est la sensation qu'on a tous. Incroyable. C'est vrai que non, mais c'est la sensation. De toute façon, cette série, je vois même les joueurs NBA, même les journalistes insiders, tout le monde dit cette série, en fait, elle tue. Alors, ça sera un débat peut-être au moment où la série sera finie, mais on a l'impression que cette série, je sais pas, c'est pas le but de base, mais elle est en train de tuer le débat de si certains veulent peut-être mettre de la concurrence à Jordan. On pense notamment aux gens qui voudraient mettre LeBron James là-dedans, même si LeBron James n'a pas fini sa carrière. Mais on a l'impression que ça dépasse simplement le nombre de titres ou le nombre de finales. Il y a un truc en lui qu'on n'a jamais vu. Il y a une classe, il y a un truc différent. Toi. Justement, c'est ce truc où il fait tellement pas humain. C'est tellement pas humain ce qu'il fait. En fait, tout, ce soit sûr, en dehors du terrain, tu vois plus ça. Attends,
sortie d'hôtel pour aller à la salle, tu as le monde qu'il y a. Ouais. Mais aujourd'hui, même, pour n'importe quelle grande star, tu mets Yanis, LeBron, Kobe quand il jouait, tous ces mecs-là aujourd'hui, tu n'as pas autant de monde qui attend dehors un hôtel. Ça n'existe pas. Lui et Michael Jackson, c'est Magic qui a dit ça. C'est lui et Michael Jackson sont les plus grands de tous les temps dans toute l'industrie de tout, en fait. Parce qu'il n'y a que eux qui pouvaient créer ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est parce que les années 90 te permettent ça. C'est l'âge d'or du cash à foison. Tu pouvais faire ce que tu voulais dans les années 90. Mhm. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on a starifié des mecs qui le méritaient au vu de leur talent, mais que ça a dépassé complètement l'entendement, tu vois, parce que les plus grandes stars, bah, on le disait, ça peut être Mohamed Ali, ça peut être Elvis, j'en sais rien, tu vois, ce type de choses. Mais là, les deux, en plus, c'est la même période, ils sont à un niveau de fame, c'est-à-dire que tu vas dans un petit village au fin fond de l'Afrique, et ben tu sauras qui sont Michael Jordan, Michael Jackson. Tu vas au fin fond de la Chine, et tu sauras aussi. Enfin, à un moment donné, voilà, ce sont les plus grandes stars allez, de tous les temps, puisque tous les gens sur la Terre sont au courant de qui ils sont. Ouais. Tu vois, et pourtant, ils ne drainent pas une religion, tu vois, c'est pas Jésus, tu vois, donc, ou Mahomet, tu vois ce que je veux dire, c'est des sportifs, des musiciens, des chanteurs et des danseurs, et ils ont un niveau de fame, ouais, je pense vraiment, honnêtement, je pense que c'est les plus grandes stars de tous les temps, et Magic a entièrement raison. De toute façon, Magic, dès qu'il dit un truc, il a raison. C'est le meilleur storyteller que j'ai jamais vu de tous les temps, gros. Il est incroyable. C'est clair. C'est lui qui doit faire les voix off maintenant de tous les documentaires. Les gars, avant de clôturer, parce qu'on a fait le tour de ces deux épisodes, une vraie pensée à Dan Mayerley, qui était un des chouchous de Jerry Rose aussi, et ce qui n'a pas manqué d'arriver aux oreilles de Michael Jordan. Il a voulu lui montrer que ce n'était pas tant Mais un si bon Jared Cross, défenseur il que n'en ça. faisait pas exprès à un moment donné. Ouais, Parce qu'il les connaissait, les mots, quand même. Hein. Ah ouais? Ah, j'adore Dan Marley, moi. C'est le meilleur. c'est clair. Allez, hop, on a gagné. Il l'a démonté, le Si pauvre. tu savais, bon, MJ, il n'est pas bien en ce moment. J'ai donné un truc pour le vénère. Puis encore, il en le fallait pas un beaucoup. petit tac. En donné, il veut un cigare, Jerry Krause. Ah, ouais. Non, tu vas t'empêcher de Ah grandir. oui, 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 c'est ça. Il lui dit, c'est bon, c'est pas bon pour la croissance. Mais lâche-le. Je sais pas comment ils ont fait pour cohabiter autant de Abusé. temps. Hein. Thomas, tu cohabites aussi longtemps quand tu gagnes. Et que, Le fait de Magica, gagner oui, autant, ça te permet bien sûr. d'avaler des couleuvres. C'est toujours Ouais, pas. ouais, ça c'est sûr. Et tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais à Horace Grant et aux autres second couteaux qui avaient peut-être la haine contre Jordan, quand le mec il est aussi fort sur le terrain, c'est la règle d'or. C'est la règle d'or au basket. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas laisser peut-être certains mecs faire des trucs que d'autres ne feront pas parce qu'ils sont plus forts. Voilà. Quand tu es plus fort, ben, je sais que ça ne plaît pas aux profs de sport et ce n'est pas des trucs qu'il faut dire à la S. Mais en général, quand les mecs sont plus forts, eh ben, en général, ils ont des passes droits parce que le but du sport, c'est d'aller gagner. Et Jordan te permettait d'aller gagner. Donc, les mecs ont pu cohabiter avec lui. C'est la règle. Cette équipe-là a des passe droits de malade quand même, parce qu'ils ont day off, l'autre qui va Hooters, et ils vont faire des golfs une semaine avant les Ouais, mais playoffs. ils gagnent. En fumant des cigares. Comment ça? Nico, il gagne. Et en plus, on a fait une émission la semaine dernière qui a super bien marché. Vos retours, d'ailleurs, sont super sur cette émission-là, sur les meilleures équipes de tous les temps. Et c'est la meilleure équipe de tous les temps. Donc, il n'y a pas de vérité. S'entraîner tous les jours à fond, tuer, tirer sur les mecs. Là, on le verra certainement par la suite. On voit que Jordan, il dit, Phil Jackson, il nous laisse jour off et il a tout gagné. Un jeune coach il nous aurait fait entraînement et les mecs, ils auraient gueulé. Mais la vérité, elle est où? Elle est que là, à la fin, ils vont gagner. Spoiler. Ouais. Ils Après, ont gagné. il ont gagné à fait la des fin, cigares oui. comme on boit de l'eau. Hein. Oh la vache. Il est tout le temps avec des énormes cigares. Mais même après match où il y a lui, Randy Brand, Pippen, Ron Harper. Harper, ils sont après le match, on fait les médias allongés, canettes. Il reparle encore de Je l'époque. par la presse 2 secondes, tiens-moi ça, le mec en conférence de presse. Il dit, moi quand j'étais jeune, les coachs donnaient des clopes à la mi-temps. J'ai tellement Grave. rigolé, j'étais mort. Ça boit des bières à la mi-temps. Je fais, oh. C'est des dingues. Et le mec, il dominait, quoi. Ah ouais. C'est vrai que cette séquence, elle est fantastique. Grave. Ils sont relâchés d'après Moi, match. c'est me replonger. Ça fait 12 ans que je suis là, que j'ai vu des choses. J'ai joué avec des mecs, des anciens. J'ai joué avec Carl Camby, avec Howard, avec Kurt Thomas, des mecs des années 90. Ils faisaient pas ça. Eux, ils faisaient pas ça, tu vois. Johan Howard, il venait toujours avec un costume différent. Toi, il était propre. Il y avait un truc différent avec les mecs des années 90. Ils avaient un truc différent, ça, c'est clair. Mais eux, les Bulls, c'était au-dessus. C'est incroyable. C'est les Beatles. Incroyable. C'était les Beatles. Ouais.
Pippen, il régale dans cette séquence. Hein. Gros, Il n'a pas l'air il est marrant. il a pas l'air malheureux. Hein. Non, c'est clair. Il est marrant. Et Ron Harper, il est dans tous les bons coups. Hein. Ouais. Il est dans tous les bons coups. Il va au golf. Tu sens le malin, c'est un malin. Il va au golf, il est là attisé, il a les cigares. C'est lui qui est dans l'avion. Il est dans tous les bons coups. Hein. Ah, mon gars. Non, c'était un super épisode. Franchement, bravo. Je m'en régale de tous ces insides. Ouais, l'épisode s'est terminé sur donc, la qualification avec un bilan de 60 victoires pour les Bulls cette saison-là. Et ils vont jouer les Nets. Donc, on imagine que ça sera le début des playoffs 98 sur l'épisode 7 au moins. Voilà, ben, on a hâte en tout cas de se retrouver la semaine prochaine, les gars. On peut parier. Est-ce que les Bulls vont aller au bout de cette saison-là? Jordan aurait parié. Hein, Jordan, il a parié. Vas-y, moi. Bon, les gars, c'était encore une fois très cool. On embrasse Steph qui nous a forcément manqué sur cette émission. On espère le retrouver, il ne devrait pas y avoir de problème la semaine prochaine. Merci, les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. On a peut-être une surprise pour vous cette semaine, d'ailleurs, Thomas. C'est pas une surprise, puisque c'est annoncé, oui. Alors, du coup, pas d'autres émissions avec Nico cette semaine. Mais on a annoncé dimanche que nous lançons un tournoi 2K Pro-Am, donc des équipes pro qui jouent chacun un joueur, leur joueur créé dans MyCarrière. Donc, c'est du vrai 5-5, pas du 1v1 avec un gars qui contrôle toute l'équipe. Là, chaque joueur a un poste. Donc, ça va être très intéressant de découvrir pour ceux qui n'ont jamais regardé ou pour suivre pour ceux qui ont l'habitude de regarder. Ça se passera sur Twitch. Donc, notre chaîne, c'est First Team 101, comme toujours. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, on pourra suivre à partir du 11 mai ce tournoi parce qu'il y a 500 balles à gagner en cash prize. Donc, c'est plutôt sympa pour les équipes. Il y a 8 équipes professionnelles qui viennent, dont l'élan Chalon, par exemple, et le SWIC Nancy, qui ont des structures e-sport. Voilà. Ouais, l'e-sport, la First Team se lance dans l'e-sport aussi. Tu vois, il était temps. Merci, messieurs. Et merci à vous. Merci, Nico. On n'a pas une vidéo cette semaine sur Olivier Sarr aussi? Ah si, c'est dimanche. Olivier Sarr à Wake Forest, qui est en ballottage. Qui est en ballottage pour peut-être quitter Wake Forest. Absolument. On n'en sait pas plus, mais en tout cas, dimanche, c'est Emric Parker qui est allé à sa rencontre à Wake Forest. Super documentaire Inside. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche pour les fans de NCAA, même les fans de basket, parce que vous allez voir découvrir le campus de Wake Forest. C'est quand même quelque chose. C'est autre chose que Lumini ou Paris 4. Ouais, c'est clair. Ah, bravo. Merci, les gars. Allez, merci, les gars. Ciao, ciao. Ciao.